Si vous suivez la voile de compétition, le nom de Paprec, premier acteur du recyclage en France, vous est forcément familier. Sponsor depuis 2 décennies de marins engagés dans les plus grandes courses, Paprec est désormais aussi partenaire principal de la Solitaire du Figaro et de la Transat en double Concarneau-Saint-Barthélemy, rebaptisée Transat Paprec, une transat qui va se courir en double mixte. L'entreprise n'investit pas dans la voile par hasard, c'est le fruit d'une tradition familiale. Jean-Luc Petit-Huguenin, le fondateur, découvre la voile sur un First 235. Sébastien, son fils aîné, directeur général du groupe, le convertit à la course, fêtant même ses 40 ans en participant à la Solitaire du Figaro en 2018. Mais si Paprec s'affiche aujourd'hui dans la voile de compétition, ce n'est pas qu'à cause de la passion des patrons, c'est aussi parce que les valeurs de la course font écho à celles du groupe, la ténacité, l'humilité, l'adaptabilité. Des qualités indispensables à terre comme en mer. Bonjour, vous écoutez Into the Wind, le podcast des marins qui font des phrases. Into the Wind est produit par Tip & Shaft, le média des professionnels et des passionnés de voile de compétition. Tip & Shaft, ce sont 2 newsletters hebdomadaires en français et en anglais, des podcasts, des événements, des formations ainsi qu'un festival de films et un studio de production de contenu que vous pouvez retrouver sur tipandshaft.com. Je suis Pierre-Yves Lautroux et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode d'Into the Wind. Bonjour Virginie et François Nivelot. Bonjour. Bonjour Pierre-Yves. Merci beaucoup de nous recevoir. Alors c'est une fausse réception puisque vous êtes au Baléares, à Majorque, où vous habitez, et moi je suis dans le Finistère, où c'est la fin des vacances d'été. Mais merci de nous recevoir néanmoins dans ce 101e épisode d'Into the Wind. Donc on a franchi une sacrée frontière en fin de saison dernière et on est reparti pour une nouvelle saison d'Into the Wind. Et avec vous, alors vous n'êtes pas, c'est votre duo. Alors c'est la première fois d'abord, je précise, c'est la première fois qu'on va faire un épisode d'Into the Wind à 3 voix, mais c'est pas pour rien, c'est parce qu'en fait vous êtes un couple à la ville et sur scène, si je puis dire, parce que vous travaillez ensemble depuis des années, et vous êtes des noms pas forcément très très connus des amateurs de voile, notamment dans la course au large, mais par contre vous êtes des piliers de la Coupe de l'Amérique. Vous avez travaillé dans plusieurs défis. Je crois que vous avez, on va y revenir longuement, mais vous avez fait vous avez participé à toutes les Coupes d'Amérique depuis 1992 dans plusieurs défis. Vous avez 5 victoires dans la Coupe, à 2 et ensemble, dans plein de défis différents. Donc c'est avec vous. On s'est dit quand on s'est croisés, on s'est dit que c'était le bon moment pour faire un épisode et parler de la Coupe de l'Amérique, dont les premières épreuves vont commencer sans tarder dans les jours qui viennent. On va revenir aussi un petit peu là-dessus. Mais voilà, donc c'est le podcast des premières pour cette nouvelle séquence et ce 101e épisode. Donc merci de nous recevoir à distance. Alors moi je vous ai à l'écran, François vous êtes dans votre bureau et Virginie vous êtes dans le jardin. Donc on voit qu'il fait beau, au Baléares. On va faire comme d'habitude, on va parler de l'actu et puis après on va faire notre flashback habituel pour évoquer avec vous votre parcours assez incroyable. La coupe commence. Alors là, c'est des épreuves préliminaires, et puis après, il y a les éliminatoires avec la Coupe Louis Vuitton, et ensuite il y aura la Coupe de l'Amérique, le match, etc., etc. On va essayer de décortiquer ça un petit peu. Mais est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu quel était votre rôle sur cette édition de la Coupe et avec quelle équipe vous travaillez? Et puis après, on viendra sur votre savoir. Vous êtes des techniciens, enfin, je ne sais pas si vous êtes ingénieur ou vous allez nous expliquer tout ça, mais vous travaillez dans les équipes de design. Vous travaillez avec les Italiens sur cette édition. 37e, oui. Voilà, 37e. De toute façon, vous allez être bien plus fort que moi sur toutes les descriptions. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu quel était votre rôle chez Luna Rossa. Alors, qui veut commencer? Alors, on s'est dit juste avant d'enregistrer comment on allait faire pour Ouais. alterner la parole. Alors, honneur aux dames, on va commencer avec Virginie. Bon, si vous voulez. En fait, pour Luna Rossa, ce qui s'est passé, c'est qu'avant, nous étions avec les Néo-Zélandais et Depuis très longtemps, je crois. oui, et les Néo-Zélandais ont changé complètement leur système de recon. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus droit au spy, si vous voulez, comme on était nous, mais ils ont mis tout un système de Joint Recon Programme. Alors, je vais vous passer François, il va vous dire la suite. Oui, effectivement, pour cette 37e édition de la Coupe, les Néo-Zélandais ont voulu mettre au point
ce qu'ils appelaient le Joint Recon Programme, c'est-à-dire de la reconnaissance officielle par des personnes qui étaient choisies, deux personnes par team, un driver de chessboat, un barreur, qui en général était aussi le reporter, et un photographe qui faisait les photos, les vidéos. Et donc chaque paire de personnes comme ça, ce qu'on appelait la Recon Unit, était dédiée à Intime. observer un team. Voilà. Ouais, Donc c'est il y avait avant chaque équipe faisait, l'espionnage, ce que vous appelez, l'espionnage tout à l'heure, c'est-à-dire, de la veille technologique en fait. On observait ce que faisaient ouais, les autres équipes voilà, pour, avoir de l'observation. l'info et donc il y Mmh, a eu, c'est la légende de la coupe, il y a eu, plusieurs dérapages et cetera, des plongeurs, ouais. enfin il y a eu plein d'histoires et là les Kiwis qui ont gagné à nouveau la coupe et qui du coup, pouvaient poser les règles pour l'organiser, ont décidé qu'il y aurait plus d'espionnage, non officiel, il y aurait, un système de veille Espionnage partagé par tous les teams. C'est ça en gros, hein? officiel. Le but étant de, alors ça, je sais pas s'ils l'ont atteint celui-là, de faire des économies. D'accord. Et le deuxième but, c'était de pouvoir informer et jour après jour, tous les jours, le public, Oui, même toutes ces si tout infos passait sont pas dans le public. ouais, toutes ces Voilà. infos sont sur le site internet, de la coupe, hein? Voilà. M Donc, mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que le mot d'espionnage n'était plus, d'actualité. C'était plus du tout un espionnage, c'était, heu, de une, l'observation. observation officielle pour le public, pour limiter les coûts, ça, on n'en est pas sûr et aussi pour limiter les bateaux qui suivaient les teams. Parce que c'est vrai que quand il y avait 4-5 bateaux derrière, bon, voilà. Donc c'est clair que nous, on a été un peu, malheureux, frustrés de plus avoir notre job. C'était votre boulot, voilà, c'est ça, c'est ça Ah, qu'il faut c'était notre c'est ça qu'il faut boulot et dire. ils nous l'ont supprimé et on a été, vraiment, malheureux, quoi, parce qu'on avait une vie en or et notre vie s'est un peu transformée. Très bien et donc du coup, qu'est-ce que vous êtes allés faire chez Luna Rossa, du coup? Ben voilà, en revanche, on s'est dit, il va y avoir des tonnes et des tonnes d'informations tous les jours, des centaines de photos et Des milliers. d'analyses à faire, des milliers. Et on s'est dit, mais il faut des gens à plein temps pour s'occuper de ça, distiller l'info, distiller l'information et la rendre digérable facilement et rapidement par le team. C'est ce qu'on a proposé à Luna Rossa qui a tout de suite accepté. Ouais. D'accord, Parce qu'effectivement, c'est beaucoup, c'est très lourd comme boulot. donc vous, C'était votre boulot, énorme. c'était de recevoir les infos. Alors, il y a que des images, en fait? La seule chose que ce que fait le Recon, c'est uniquement les images vidéo et photos, quoi? Il y a pas de data, quoi? Il y a pas de capture de data? Non, non, non et il y a une feuille Excel, vraiment pas sympa, où ils disent, bon, le vent, c'est ça. Le problème, c'est que le vent, on savait jamais puisqu'on n'était pas sur place, donc on n'a aucun feeling, on n'avait rien et nous, notre travail, c'était d'essayer de reconstruire la journée sur l'eau de chaque team, tous les jours. D'accord. Ah oui, donc c'est vous alliez chercher par ailleurs les datas de vent, de mer pour ensuite Voilà, les rajouter, en couche d'infos par rapport aux parce images et aux que vidéos, quoi? parce que celles qui étaient données n'étaient pas forcément fiables. Bon, elles auraient dû l'être, mais bon, nous, on aime bien faire les choses bien. Voilà. Et ça veut dire que vous alliez en plus chercher des données sur le plan d'eau? Vous alliez, vous faisiez de la vous regardiez le vent qu'il y avait, vous regardiez le Oui, par les météos du coin, quoi. ouais, d'accord. Là, il y a pas de Les observations accessibles, quoi. ouais, Voilà. ouais. Il y a pas de bateau météo sur l'eau Ah qui non, non, prenait en non. plus les infos, Non, non. d'accord. Non, non, non. Et puis on est très restreint. Il y a très peu de choses qui sont autorisées pour des gens comme nous, parce qu'on n'a pas le droit d'aller sur l'eau, on n'a pas le droit de faire, on n'a pas le droit de faire de photos nous-mêmes. En tant que team member, on n'avait pas le droit, quoi, pour Luna Rossa et donc nous, grâce à ça, on essayait de bon, par exemple, quand on voyait des photos de foils qui malheureusement n'étaient pas toujours comme celles qu'on avait l'habitude de prendre, c'est-à-dire pas très techniques, bon, on essayait de dessiner, de redessiner ces foils et cetera, mais ça prenait du temps pour avoir la bonne photo. D'accord.
Ah oui, donc là, on allait juste au-delà de la simple synthèse de l'info. C'est-à-dire que vous étiez Voilà, capable de reconstruire des données et des infos à partir des images et des vidéos que vous receviez, quoi. Ouais, c'est la deuxième partie, si vous voulez, c'est essayer de redessiner des modèles 3D, des bateaux, des foils, et puis donner d'autres mesures, ce qu'on appelle les canting angles, l'angle des bras, euh, la cambrure du mât, les twists de voile, voilà, ces choses-là. Donc il y avait D'accord. une partie, là ça c'était la deuxième partie, qui avait lieu tous les jours aussi, où on essayait d'avoir le maximum de données pour le design team principalement. donc tous les soirs, Luna Rossa avait un rapport, bien fait, enfin une synthèse avec que seulement quelques photos et nos analyses dessus et pour chaque team tous les jours. D'accord, ouais. Donc et votre boulot, c'était aussi c'est l'art de la synthèse, quoi, extraire les infos pertinentes au milieu Voilà, des milliers de photos et donc voilà chaque et bien équipe. présenté, D'accord. bien présenté. Et chaque équipe avait une. Alors, on a compris que donc la partie recon, elle est organisée par l'organisateur de la course, quoi. Et ensuite, chaque équipe a un staff de veille et d'analyse de ces infos-là. On imagine. Je suppose que oui. On ne sait D'accord. pas. Très bien. Et du coup, vous avez une petite idée de ce que ça représentait en termes de nombre de jours de navigation qu'il y a eu vous avez sorti combien de rapports comme ça, de rapports quotidiens? Ah, c'est monstrueux. Je Ah bah préfère même pas chaque le sortie, dire. quoi. C'est vrai que j'ai pas fait le compte, mais il y en a beaucoup, ouais. D'accord. Des On parle, milliers. on parle de, ah oui, de milliers. Ah, Ah oui. Oui, parce que et vous deviez le faire pour chaque bateau qui allait sur l'eau ce jour-là, j'imagine? absolument, Ouais. Donc au début, il y absolument. avait pas trop de bateaux, puis à la fin, il y a tous les bateaux. Oui, Oui, voilà. Non, au début, c'était c'était un calme. peu l'angoisse. Puis il y a eu toute une période où c'était pas pour Luna Rossa ni Ineos, mais pour les autres bateaux, où c'était les bateaux de série AC40. Ah, vous l'aviez fait aussi pour les AC40? Oui, bien sûr. Ça a Ah commencé oui, avec ça. d'accord, Et les AC40, quand ils étaient en one design, bon, il n'y avait pas grand-chose à regarder au niveau du design des appendices, puisque mais c'était par contre, vraiment one design. Par il y avait les contre, réglages, quoi. oui, puis après, il y a eu rapidement la phase développement de ces one design qui n'étaient plus, du coup, en one design. Voilà, c'est ce qu'il faut expliquer, c'est que les AC40 qui étaient des one design qui ont servi à faire, 2 sessions d'épreuves préliminaires, Ouais, heu, Jeddah et à à Villanova, ouais. à Jeddah et à Villanova. Ensuite, ont connu une deuxième vie en étant des bateaux de développement ou de pré-développement de l'AC75 qui est le grand bateau Exactement, à faire la oui. C'est là-dessus, par exemple, que le Neo Z essayait des foils ou pas que les Neo Z, les Américains, et cetera, et cetera. d'accord. Alinghi, voilà. Et alors qu'est-ce que vous avez appris? Est-ce que vous avez vu des choses, est-ce que ça vous est arrivé de faire des rapports en disant: «Bah, là, on a découvert un truc énorme, on a compris comment ils font, leur jibe plus vite que tout le monde», il y a eu des moments où vous vous êtes dit, «Tiens, là, il s'est passé quelque chose, on a découvert quelque chose d'étonnant sur l'eau». Il y a eu des moments clés dans cette phase de veille où tout à coup, il y avait un scoop, je dirais? Est-ce que ça c'est Oui, il y a arrivé? eu des scoops. Il y a eu des scoops surtout au niveau des appendices, essayer de comprendre pourquoi d'un coup ils voulaient raccourcir le safran ou le rallonger. C'était surtout ces trucs-là qui guidaient un peu le design team, savoir, essayer de comprendre dans quelle direction les challengers allaient, tel ou tel challenger allait. Et du coup, vous pouvez nous partager un ou 2 moments, une ou 2 infos où vous avez vous avez une clause de confidentialité, en Euh, en on n'a en pas passif? vraiment de clause de confidentialité là-dessus, mais il y a eu il y a eu des trucs rigolos, ouais. Par exemple, Alinghi qui a ça c'était pas sur la C40, c'était sur le premier 75, parce que Alinghi a acheté le vieux AC75 de Team New Zealand, le Ouais. premier, qui s'appelait TIA. Et Pas le vainqueur, hein, Non, la V1, la V1, non, quoi. Ouais, ouais. la V1. la première génération, où on a vu des foils avec comme comme sur les nageoires des baleines, avec des comment ça s'appelle en français, des festons. Ouais. Voilà, Ouais, ça mais là, par c'était exemple, c'était. sur la C40, ils l'ont essayé tout de suite. D'accord. Ouais, Ah là, vous avez vu le truc arriver en disant: «Oh là là, qu'est-ce qu'ils sortent?»
Ouais, ouais, Ah, ouais. mais tout le monde l'a vu, hein, parce que Tout le monde l'a vu. le Recon Team avait, pris la photo, donc c'était comme les baleines. Mais ça, c'est une vieille idée, depuis très Ouais, longtemps. Ouais, ouais, le biomimétisme, on a vu quelques ouais, safrans en IMOCA aussi qui avaient ça. ouais, Oui, oui, ouais, Vincent, oui. Vincent Rioux a testé ça. ouais, J'ai oui. j'ai quelques Mmh. souvenirs, hein. Ça a toujours été dans l'air, il y a très longtemps. Mmh. Très bien. Et vous savez si tout ce que vous avez produit comme rapport et comme information a servi à prendre des décisions chez le design team de Lina Rossa? Vous avez. Certainement, certainement. Moi, je pense que ça les a, guidés dans leur choix, ouais. Parce qu'il y a quand les bateaux naviguent, ils sont déjà sur l'eau. Il y a quelques modifications possibles sur les bateaux. Il y a un peu de développement, mais en termes de design pur, une fois que le bateau est à l'eau, les marges de manœuvre en termes de modification sont pas colossales, quoi. Sont pas énormes, mais ont tout de suite une incidence, très importante. Il s'agit quand même du dessin des foils et bon, la coque, non, on n'y touche pas. Elle est ce qu'elle est. Mais les appendices, oui. Oui. Ils peuvent jusqu'au dernier moment faire des modifs sur les appendices? Ils ont la capacité à le faire? Il y a les systèmes de flap, de volée donc, et cetera. Il y a des tas de choses qu'on peut faire, quoi. On a vu des bateaux avec des types, les extrémités des foils, des types, différents, voilà. Bon, Et alors, de votre poste d'observation, parce que vous avez un sacré poste d'observation, sur les différents challengers qui sont alignés là, lequel vous fait la plus forte impression? Vous êtes bien placé pour faire un pronostic là. Je crois on va pas répondre à cette question. on peut dire qu'il y en a 3 qui sortent du lot sur les 5 Ouais. challengers, c'est sûr, mais tout le monde le sait. Maintenant, on ne sait jamais Allez-y, ce qui bah, peut se passer. dites-nous Oui, lesquels. oui, oui, Bah, oui. il y a, d'abord, le Defender. Ouais. Bon, ça, c'est pas le challenger. Le defender, il est bien. Il est Team New très bien. Zealand, m'a Très, l'air, très bien. très fort. Vraiment très D'accord. fort. Comme d'habitude. Comme d'hab. Comme d'hab. Pour les challengers, bon, tout le monde s'accorde à dire que ça vient pas forcément de nous, hein, ce que je dis. C'est en Ouais. lisant la presse, on voit qu'il y a un consensus pour dire Luna Rossa, American Magic et peut-être bien Ineos sont des sérieux prétendants. D'accord. Et donc les 2 autres, c'est-à-dire les Français. Les Français sont très bien parce ils ont eu ce package qu'ils ont acheté à Team New Zealand. Ils ont le bateau qui normalement est le même. Le gros défaut des Français, c'est qu'ils sont arrivés très tard. Ils ont toujours été en retard, toute leur vie. C'est difficile de rattraper ce retard pour eux, mais bon, je pense qu'ils ont les capacités de faire quelque chose de bien quand même parce qu'ils ont une très bonne plateforme, qui est la même que celle du Defender. Et Alinghi pourrait aussi nous surprendre, mais pour le moment, c'est un peu moins évident. Je crois que le bateau est un peu trop typé petit temps ou gros temps, je sais plus laquelle des 2. Il est un peu trop, il est à l'aise dans des conditions précises, quoi, c'est ça, non? Peut-être, on l'a pas vu dans toutes les conditions, mais il faut attendre encore un tout petit peu. Et là, les régates qui vont démarrer vont donner un éclairage certainement plus précis là-dessus. Disons que le team est quand même un team très jeune, hein. Nous, pour avoir été chez Alinghi autrefois, ça n'a rien à voir avec le team qu'on avait, nous, et le team de maintenant. Ça n'a rien à voir. Ouais, Et bien c'est sûr. très important. Mmh. Et là, le petit passage en revue qu'on vient de faire, il correspond à ce que vous avez vu, vous, sur l'eau? Ce consensus des observateurs, vous êtes à peu près d'accord avec lui? Moi, oui, Très bien. Bon, et ben, voilà, là, globalement, oui. on a un bon diagnostic, de l'intérieur. Bon, bah, on va voir comment ça va se passer dans les tout prochains jours, parce que ça y est, le compte à rebours, même si c'est des regards préliminaires, elles vont quand même effectivement être pleines d'enseignements. Et puis après, il y a ce qui se passe sur l'eau à l'entraînement, et puis il y a ce qui se passe sur l'eau quand c'est une vraie régate, hein. C'est un paramètre, on vient de le voir avec les jeux, hein, c'est un paramètre
qui a quand même pas mal d'incidence. Vous allez vivre la coupe de chez vous? Votre mission avec les Narossa s'est arrêtée ou comment ça Oui, se passe? c'est Alors, arrêté, oui. justement, il faut préciser qu'actuellement, nous ne sommes plus chez le Noir-Ossa depuis le 10 juillet. Voilà, D'accord. nous La sommes mission de partis du veille, team. la mission de veille s'est arrêtée. Non, c'est nous qui sommes C'est partis nous du qui team. l'avons arrêté, ouais. D'accord, très bien. Voilà, on a eu, on peut le dire, hein, heu, manque de respect du management et nous sommes partis. J'ai D'accord. pas trop envie d'en parler, mais non plus, mais Bon, c'est les choses disons qui que arrivent. ça Après, c'est l'univers voilà. de la coupe est pas un univers très tendre non plus pour Non, que ce soit, non. quoi. Non, mais bon, ça a été un peu compliqué. OK, bon, alors on va faire notre, on va voir, vous avez vécu dans plein d'équipes. C'est ça qui est très intéressant, c'est que vous êtes français, vous avez travaillé dans des défis français, mais vous avez vécu dans plein d'équipes, les Suisses, bah, les Italiens donc, les Kiwis, vous avez eu, des expériences vraiment, très bien. Donc c'est ça qui va être, hyper intéressant et avec vous, on va balayer, les 3 décennies de la coupe, hein, grosso modo, sans faire de spoiler. Donc on va faire notre petit flashback, mais avant d'arriver à la coupe, il va falloir nous expliquer qu'est-ce qui vous a amené à travailler sur la Coupe de l'Amérique. Donc au départ, vous êtes tous les deux scientifiques et vous avez fait vos études à Marseille. Voilà, je spoil un tout petit peu, mais racontez-nous à partir de. Alors on va pas faire vos enfances respectives, mais peut-être que le bon moment, c'est de savoir à quel moment vous vous rencontrez et comment vous rentrez dans ce monde maritime. Et on verra que vous n'avez pas fait que la coupe aussi. D'abord, on s'est rencontrés, on qu'à le dire tout de suite, en passant le baccalauréat. Bon, les Français savent ce que c'est, tout simplement parce que, nos noms on était dans la même section et nos noms étaient, par ordre alphabétique proches, donc on était sur la même table. Ah d'accord, Ça rapproche déjà. très bien. Et voilà, et cetera, et cetera. Et donc après, en plus, je savais que François faisait du bateau. Moi, je faisais des régates aussi à Marseille. On faisait pas mal de régates. Et après, on est restés sur les régates ensemble. Et après, ben, on s'est plus quittés depuis l'âge de 17 ans. Voilà, c'est comme ça qu'il faut expliquer, c'est que vous avez un background de voile au départ. Vous n'arrivez pas là-dedans par la science, vous arrivez Ah oui, non, là-dedans bien par la sûr. voile. Oui, mais c'est important à connaître. Vous faisiez quoi? Vous couriez c'était de la voile légère, de l'habitable? Vous faisiez quoi? L'habitable, De D'accord. l'habitable moi surtout, avec mes parents. voilà, puis on a après par la suite, on s'est construit des petits bateaux, 2 quarter tonneurs et on a fait joujou avec jusqu'en 1981, je crois, où là, il s'est passé autre chose parce que bon, on faisait des maths, heu, Voilà, des maths, on s'est pures et retrouvés dures. faire des maths. Moi, je voulais pas faire de maths, je voulais faire de la physique. Et puis, François, il me dit: «Ah» bon, bref, j'ai fait des maths. Vous avez fait vos études ensemble? Ah oui, complètement, et c'était un problème parce que, quand il y avait un examen, sur la fin, dans les diplômes En de troisième cycle, on n'était plus que 2. donc les professeurs ont dit: «Bah, là, il y a l'examen, mais il est hors de question que vous vous mettiez à côté». C'est vrai que quand on était à côté, on était trop forts. Alors du coup, ils nous en ont mis un en haut et un en bas de l'amphithéâtre. Comme ça, c'était sûr. Et après, pour le dernier diplôme, le DEA, ils nous ont mis chacun dans une salle. Ah, c'était terrible. Mais bon, ça va, on s'en est sortis quand même. Bon, ça, c'est la partie maths. Et vous faites quel type d'études? Alors vous faites des études de maths pures, au départ? Oui, Ouais. Et comment vous basculez dans le maritime? parce que depuis toujours, on naviguait, on faisait des régates. Pendant qu'on faisait des maths, on construisait les quarter-tonneurs et voilà. D'accord. Et vous allez faire une école d'architecture ou comment ça va se connecter? Non, en fait, il s'est passé quelque chose parce que les maths, c'était bien, mais c'était pas très fun, faut dire ce qui est. Au bout d'un François était très moment, on s'est fort, dit, moi un peu moins. moi j'aimais bien, mais bon, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait avec ça? On va être prof de maths. Bon, on a été prof de maths, ouais, c'est Pendant vrai. 2 ans et on est parti, Mais pareil. on n'avait pas la vocation de faire ça. Et on s'est dit, bah, dans le boulot, il faudrait qu'on ait un peu plus de fun. Et c'est arrivé tout seul, par hasard, par un ami qui était beaucoup plus âgé que nous, André Maury, qui est architecte naval, Grand nom de l'architecture navale. ouais, Très grand nom. qui était à Marseille, Mmh. et qui un jour nous dit, j'ai un projet, j'ai un gros projet intéressant pour le commandant Cousteau.
Et alors, il faut d'abord, c'était un système de propulsion éolienne, un peu, pas révolutionnaire, mais si un peu, on peut le dire. Il fallait faire d'abord une, une pré-étude avec un bateau. Il avait récupéré un gros catamaran, il fallait monter un cylindre, c'était un cylindre éolien dessus, et il s'est dit, il me faut quelqu'un pour faire la liaison entre moi, le cabinet d'architecture, et l'équipe Cousteau. Et en fait, déjà pour s'occuper de la maîtrise d'œuvre. Alors, il nous a demandé si on était partant pour ce job, et on lui a dit évidemment tout de suite. Ça nous éloignait un peu des maths, ça faisait du bien. Et on a passé en fait 3 ans avec l'équipe Cousteau, qui nous a embauchés pour ça. Et on a eu vraiment, vraiment de très, très bons moments avec ça. C'est comme ça qu'a commencé notre aventure avec Cousteau. Alors c'est ce gréement à double turbine verticale, je sais pas trop, je crois que ça s'appelait les turbovoiles, c'est ça? Ah ouais, la turbovoile, qui en fait, si on veut la décrire, c'est un gros cylindre, pas circulaire, elliptique, avec un système d'aspiration à l'intérieur. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on appelait le rotor de Flettner, qui était un cylindre tournant. Ça, c'était une voile aspirée pour recoller la couche limite sur une voile très épaisse et donc obtenir des coefficients de portance très élevés, beaucoup plus élevés qu'une voile classique. Très bien. Et c'est ce qui donnera plus tard le bateau de Cousteau qui s'est appelé l'Alcyone, je crois, c'est ça? L'Alcyone, oui. Exact. Mais ça, c'était pas encore l'Alcyone, c'était un proto. Le Ouais. prototype, le moulin à vent. Et Oui. c'est par là que vous commencez à allier les maths et la voile, quoi. Oui, c'est ça, un peu, c'est ce qui s'est passé. Alors, donc, comme il y a eu cet épisode Cousteau, qui était vraiment, vraiment très chouette, hein, on s'est bien amusé. C'était super. C'était superbe. On a eu la chance de connaître le commandant Cousteau. Comme j'en profite pour le dire, dans notre vie, on a eu la chance de rencontrer des gens extraordinaires. Il y a eu le commandant Cousteau, il y a eu évidemment Russell Coutts, un type extraordinaire aussi. Et on a eu beaucoup de chance. On a aperçu Peter Blake aussi, qui était un type extraordinaire. Voilà. Ouais, ça fait une belle collection. Ouais, donc Cousteau, c'était chouette, mais on était employé par la Fondation Cousteau là pendant 3 ans, quelque chose comme ça. Et la Fondation Cousteau fonctionnait, n'avait pas toujours d'argent. Et il y a eu une époque un peu difficile pour financer son rêve, c'était la Calypso 2, qui aurait eu un système comme ça. Et il n'y avait pas assez d'argent. Et ils nous ont demandé d'arrêter pendant un moment de travailler avec eux, de reprendre l'année suivante. Nous, on a dit non, pas question. Si vous n'avez pas d'argent, licenciez-nous. Pour raison économique, ça sera plus simple. Et puis on verra par la suite. Donc c'est ce qu'ils ont fait. Mais il se trouve qu'à l'époque, il y avait une loi qui nous a bien arrangé, c'est que pour un licenciement économique, on avait le droit de faire 1 an, un an, je crois, de formation qu'on voulait, d'études, De reconversion, quoi. un an calendaire de reconversion au plein salaire de ce qu'on gagnait chez Cousteau, en fait. Et là, on s'est dit, ben, on va faire de la dynamique des fluides. Donc, on est parti avec notre bateau. On habitait sur un bateau à l'époque. On habitait sur le bateau oui, à l'époque et on est parti en Bretagne, à l'école à Nantes. Ah, c'est en Donc, on a Bretagne. mis notre bateau à Pornic D'accord. et on est allé faire pendant 1 an ce qu'on appelait un diplôme Hydrodynamique navale. hydrodynamique navale. Voilà, une D'accord. 4e année d'ingénieur en hydrodynamique navale. Voilà, qu'on a passé tous les deux. Ça devait être central. C'était à l'école centrale, non? Ce qui s'appelait ENSM à l'époque, À l'École l'époque. nationale supérieure de mécanique, D'accord, très bien. qui est devenue Centrale Nantes. Ouais. Ok, très bien. Et donc c'est là où vous avez allié les deux, enfin votre expertise mathématique et les débuts d'un bout d'architecture navale, quoi. Je sais pas comment Ah bah on oui, peut dire ça, c'était un quoi. diplôme d'architecture navale. Oui. D'accord, Enfin, très bien. Donc, Et on a alors, fait de l'hydro, ouais.
D'accord. Oui. Et là on est quoi? On est au milieu des années 80 ou, On est en 84-5. 80, ouais, je sais oui, c'est ça, 84-85. alors on n'est pas vous la coupe, commence à beaucoup se développer, il y a eu 83 et tout. Est-ce que vous suivez déjà un petit peu cette actualité-là? Il y Pas a eu il y a eu, vraiment. on a fait un podcast avec Gilles Martin-Ringet, que vous connaissez bien, Oui, qui nous a mis en contact, hein, et Gilles oui. a bien raconté comment 83 pour la France, c'est vraiment une étape assez marquante, et comment aussi, bah, du coup, les marins marseillais sont assez présents Ouais. dans le 83. Donc vous avez des petites connexions avec ce monde-là déjà à cette époque-là? Pas vraiment en 83 parce que c'était l'époque des 12 Magi. Mmh. Et les 12 Magi, pour nous, ça ne nous passionnait pas tellement. On considérait que c'était un peu des, des dinosaures, quoi. D'accord. Vous étiez déjà plus dans la modernité, quoi. Ce qui s'est passé, c'est qu'avec un ami, que vous connaissez peut-être, Michel Kermarek, Ah oui, grand nom, très, très grand nom de la coupe et de l'hydrodynamique. ouais, on a eu tous les trois un bureau d'études ensemble. D'accord, On a fait ça et lui était impliqué beaucoup dans la coupe. déjà. Alors c'est par là qu'on est venu, parce qu'il avait besoin qu'on lui fasse des essais en soufflerie, des essais en bassin, des trucs comme ça. D'accord. Et nous, comme on avait fait ça pendant encore un bon moment après les études d'hydrodynamique à Nantes, on a fait pendant quelques années des essais en bassin et des maquettes pour eux. Et ces essais, en bassin et ces maquettes, c'était avant toute la numérisation, hein. C'est-à-dire que pour connaître, le passage d'une étrave dans la mer, il fallait, aller sur des bassins, Absolument. physiques, quoi, et non pas, tout Ouais. n'était pas Voilà, numérisé. on faisait ju les maquettes, on les amenait au bassin de Nantes et là, elles étaient testées, donc. D'accord, et là, mais alors du coup, vous faisiez ça quoi? Vous étiez déjà dans le monde de la course, ou c'était plutôt le monde des bateaux de travail, la De plaisance, c'était tout, quoi? D'accord, de tout, il y a eu des chalutiers, beaucoup de chalutiers, des bateaux à d'accord, passagers, hem, Des trucs militaires un peu spéciaux. d'accord, Voilà. et c'est la rencontre avec Kermarek qui vous fait basculer vers la compétition, quoi? Ben, c'est-à-dire on s'est connus dans le Midi, parce que dans le Midi, il y avait aussi un bassin de carène. un bassin de carène. Et donc, on a sympathisé et on a fait ce bureau d'études ensemble, tous les trois. Et du coup, on s'est impliqué dans la coupe à ce moment-là. Mais c'est juste quand la coupe avait changé. C'est pour la coupe de 92 à San Diego, quand est arrivé ce qu'on a appelé l'IACC, International America's Cup Class, qui étaient des bateaux plus grands, plus larges, très différents. D'accord. Alors du coup, comment vous arrivez dans ce monde-là? Quel est le déclencheur? Ben, en 90, c'est les essais en soufflerie d'abord. Voilà, on Oui, a mais fait c'est énormément d'essais en soufflerie pour Marc Pajot, voilà, à c'est ça l'époque. c'est ça que j'allais demander. Voilà, Qui est votre premier client dans le secteur, quoi? voilà, C'est oui, Pajot, c'était ouais. Marc Pajot. Alors c'est Voilà, quoi les donc essais on en en a soufflerie? fait beaucoup. Vous testez quoi? Les voiles, les D'accord, gréements. Par la suite, on a testé d'autres choses que les voiles, mais là, à cette époque, à l'époque du défi français, c'était tester les voiles, des nouvelles configurations de voiles. Voilà. donc là, c'est quoi? C'est une vraie soufflerie physique, et vous avez une Ouais, maquette du bateau, et ouais. vous testez les voiles. On a des voiles qui veulent faire plus tard à l'échelle, un Ouais. tiers, un quart, enfin je sais pas, comment ça se passe un peu concrètement? Vous pouvez nous raconter? Comment ça se passe concrètement? C'est que, bon, évidemment, les souffleries, c'est petit, c'est pas très grand. Bah, on a démarré avec la soufflerie de Formule 1 là, pour Renault. Elle avait 3 mètres sur 2, je crois, quelque chose comme ça, non? 3 mètres sur 2. C'est-à-dire qu'il fallait avoir des maquettes qui faisaient que 1,50 m de haut, quoi. Donc on était à l'échelle peut-être plus que, entre le 20e ou un peu plus. Et il faut quand même respecter certaines conditions de similitude, ce qu'on appelle les similitudes de Reynolds, quand on s'intéresse à l'écoulement sur les voiles. D'accord, Et ça veut dire qu'il faut souffler très fort. OK. Donc on soufflait très fort pour essayer d'avoir un nombre de Reynolds, bon, je rentre pas dans le détail, mais acceptable pour l'interprétation des résultats, quoi. D'accord. Ça veut dire que la voilerie les gens qui s'occupaient du design des voiles chez Marc Pajot, ils faisaient des voiles à l'échelle pour pouvoir ensuite les reproduire? Ah bah c'était
La C'était voile, la même voile, mais réduite à l'échelle, oui. C'est ça, ouais, c'est absolument. ça. Ouais, donc il fallait, je sais pas, on va prendre, il faut un génois qui doit marcher entre 12 et 15 nœuds, il fallait, le Oui, faire à beaucoup plus petit et être en capacité de le reproduire derrière à fois 6 ou 7. Enfin, je sais pas du tout d'ailleurs oui, quelles étaient beaucoup plus que les ça, ouais. proportions. Ouais, Mmh. plus que ça, ouais, d'accord. Pour Hem, la petite histoire, je ouais, vais vous raconter des petites histoires, j'aime bien. Donc on avait notre petite fille qui est à l'époque, qui était toute petite et donc on n'était que 3 puisqu'elle est fille unique et on l'emmenait souvent en soufflerie. Mais il fallait lui tenir très fort la main quand on rentrait dans la veine. Oui, parce qu'il fallait rentrer dans la veine pour régler, les voiles, hein. Mmh. ah oui, Après, il fallait sortir pour faire la mesure, mais il fallait, vous rentriez avec la soufflerie en marche, quoi? oui, Et Ah oui, oui. quelquefois, alors, bon, on l'a fait une fois ou 2 en avec, rampant par notre terre. petite fille Paulette, mais Ah oui, et du coup, il y avait quelle vitesse de vent qui était projetée? Là, on devait souffler à, je ne vais pas dire de bêtises, mais à 60 nœuds. Ah ouais, oui, oui, c'était très fort et la pauvre avec les petits cheveux là en arrière, c'était terrible. On a dit: «Bon, on arrête, on arrête». effectivement, ça devait être sport, quoi. Et Ouais. ça, ces tests de soufflerie, pour le design des voiles, quoi, toutes les équipes faisaient ça ou vous étiez un peu, vous étiez un peu pionniers? Toutes les équipes, je pense qu'aux États-Unis, oui, ils faisaient la même chose et nous, en France, on le faisait beaucoup, ouais. On était D'accord. un peu d'avant-garde quand même pour la coupe. Parce que, surtout dans ces souffleries-là, parce qu'en Nouvelle-Zélande, ils en ont fait, mais c'était beaucoup plus petit, c'était des tout petits Ouais, modèles, c'était différent. ils D'accord. soufflaient Mmh, pas fort. voilà. Et toutes les voiles du défi français ont été, testées comme ça ou designées comme ça? Non, Oui, c'était essentiellement les voiles même, plates? Surtout les configurations. S'il y avait un génois avec une tête très pointue ou un plus bas, un allongement différent, ces choses-là. Oui, D'accord. et les OK, très spies bien. aussi. On a fait des spies, mais là, c'était un peu rigide. compliqué de faire des spies, donc on a fait toute une famille de spies, rigides qui étaient moulés. Oui, parce qu'on faisait les modèles à chaque fois, c'était nous qui faisions les modèles aussi. D'accord. Et toute une famille de spies qu'on a testé comme ça. On a beaucoup bricolé, beaucoup. Ça a pas l'air comme ça vu de l'extérieur. Si. Et alors du coup, vous allez à San Diego, vous découvrez la coupe Voilà. pour de Alors, bon à la San Diego coupe et de c'est quoi vos 92, on n'est pas allé à San Diego Non, parce on qu'il y était avait, en soufflerie. on était en soufflerie tout le temps et on est resté en Europe. Par contre, la suivante, c'est celle de 95 qui a été gagnée par les Néo-Zélandais. C'était la 28 ou 29e, 29e. 29. Enfin, ouais. Là, on est allé à San Diego parce qu'on n'a pas fait que de la soufflerie. On a fait beaucoup de soufflerie en Europe, puis on est allé à San Diego pour, euh, pour s'occuper de ce qu'on appelle la Sail Vision, Sail Vision, qui était une mesure de forme des voiles en mer, flying ships. Mais à alors l'époque, c'était donc, il y avait pas tout ce qu'il y avait, tout ce qu'il y a maintenant. On avait Ils venaient d'avoir sur le marché des appareils numériques qui étaient quand même assez gros, que l'on C'était tous énorme. les jours, on montait François en tête de mât et il allait installer ses appareils parce qu'on les mettait en tête de mât pour regarder vers le bas et il allait installer ses appareils, en haut du mât et le soir, on récupérait la carte dans l'appareil et on traitait ces images. alors c'est là où il faut expliquer un petit peu parce que c'est ce qui a fait votre renommée en fait, hein, à partir de 95. C'est que la technologie que vous développez, en gros, je vais schématiser avec mes mots à moi pour que nos auditeurs puissent bien comprendre, hein. C'est une caméra, qui filme, la forme de la voile et Mhm. pour qu'on puisse, mesurer cette forme et la comparer à un réglage optimum où la voile soit Voilà. déformée, il y a des bandes oranges, qui Mm. sont, plaquées sur la voile le long de la voile Alors, à des endroits précis et c'est Les bandes oranges elles sont arrivent plus tard. arrivées par la suite D'accord. par la parce suite. qu'avec les Français, c'était un système en différé, Ah oui, c'est-à-dire c'était pas en on direct. récupérait D'accord. et ce n'était pas en real time. Ah oui, Voilà. OK. D'accord, très bien. Mais au départ, en tout cas, c'est une caméra qui mesure la forme de la voile et ensuite derrière le soir, vous On faisait ça décryptez avec toutes les les données. Français en différé. Mm. D'accord, Voilà. OK. Donc ça c'est 95 à San Diego avec les Français. Les Et donc Français. le Avec, Les toujours avec Français Pajot, ouais. alors les Français il faut le dire quand même, les Français, n'étaient pas très coopératifs.
quand on arrivait avec nos appareils, ils disaient: «Bon, c'est ça, on va aller faire de la croisière». Bon, ce team, ils n'étaient pas coopératifs vraiment. Donc, bon, on a fait ça avec eux, ça s'est bien passé. Et puis la coupe s'est arrêtée. Et après, C'est les donc Néo-Zélandais qui l'ont gagné en 95. Voilà, exactement. voilà. Et donc on est retourné habiter sur notre bateau à Bandol, dans le sud de la France. Et c'est là qu'on reçoit un courrier, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas Il n'y avait d'email. pas d'email. On reçoit je me rappellerai toute ma vie, on reçoit une lettre, et sur cette lettre, il y avait un timbre Magnifique. de Nouvelle-Zélande. Pour nous, c'était incroyable, incroyable. Voilà. Et cette lettre, elle dit quoi? Allez-y. C'était une lettre de Tom Schnackenberg, qui était à l'époque le chef du design de Team New Zealand, qui disait: on a repéré ce que vous faisiez à San Diego en 95, et nous, ce qu'on veut, c'est un système mais en temps réel, de faire l'acquisition des flying shapes en temps réel. Est-ce que vous êtes partant pour ça? Et voilà pourquoi on est rentré chez Team New Zealand à cette époque. Mais D'accord. nous, on était toujours partants, de toute manière, pour faire des tas de choses. Donc ça impliquait d'aller vivre en Nouvelle-Zélande. Donc quand Tom Schnackenberg est venu en France, sur le Tour de France à la voile, je me rappelle, il est venu. Ah On oui. s'est rencontrés là-bas, oui. Parce qu'il y a Et eu, là, effectivement, il y a eu un équipage kiwi sur le tour, hein, qui était voilà. c'était, Avec Brad Butterworth, ouais, Russell. ouais. Et donc là, on a vu, il nous dit: «Écoutez, est-ce que vous êtes OK? Bon, il y a les Australiens qui travaillent un peu dessus, donc on n'a plus de sous pour vous, mais est-ce que vous voulez venir quand même?» Et nous, on avait envie, il fallait qu'on y aille, il fallait. Donc on a dit: «Écoutez, c'est pas grave, on va en notre bateau et on vient». D'accord. Et c'est ce qu'on a fait. Et alors, juste pour revenir un instant sur la techno, comment vous avez eu l'idée? C'est vous qui avez inventé le concept, ou c'était quelque chose qui était un Euh, petit peu normal? Comment ça vous est venu une idée pareille? L'idée, c'était on s'est dit, on va utiliser, parce qu'il y avait des gens qui avaient essayé de faire des choses, les Américains notamment, avec des mires Sur que les voiles. le système devait reconnaître, des mires sur les voiles. Et nous, on s'est dit, mais on va simplement mettre les bandes, les Continue. bandes classiques, continues, et on va essayer de faire l'acquisition de ces bandes de couleurs, justement en essayant de faire de la reconnaissance de couleurs. Et là, on avait des problèmes parce que il y a toutes sortes de couleurs sur la mer, sur le bateau, parce qu'on regarde du haut vers le bas. Et puis un jour, c'était sur le terre-plein de la base de Team New Zealand. On Oui, prenait des photos comme ça. Il y avait une espèce de bouée gonflable orange qui était dans un coin et qui et là flashait. oui, Ça a été la révélation. et là, on s'est dit: «Mais bien sûr, c'est ça». Mais faut savoir qu'on était donc avec l'équipe néo-zélandaise, qui était extraordinaire. Quand on est arrivé chez Team New Zealand, il y avait, alors que chez les Français, les bureaux, c'était compartimenté, on n'avait pas le droit de savoir ce qu'un tel faisait, c'était incroyable. Et là, chez Team New Zealand, tout le monde était ensemble dans une grande pièce, tout le monde. Tous Et les nous, plans étaient étalés sur les mais tables. c'était incroyable. Pour nous, c'était incroyable. Et là, on a C'était la tout compris. révélation. Et là, on a dit: «Mais c'est comme ça, c'est pour ça qu'ils gagnent la coupe. C'est un vrai team, tout le monde ensemble, il y a aucun problème». Et puis, donc, on s'est dit: «Bon, ben, on va essayer de faire quelque chose». Et quand on a dit donc à Tom Schnackenberg, on a dit: «Écoute, voilà, on a un problème. La seule couleur qu'on puisse mettre sur les voiles, c'est de orange fluo». Orange vif. On s'est dit: «Ils accepteront jamais». «Ah bah oui, il y a pas eu de problème». «Ah bah oui, ah bah il y a pas de problème». Et du coup, Et c'est là Tom que Schnackenberg nous a passé son magnétoscope de maison magnétoscope de salon. qu'on a Non, emmené non, à bord du bateau. Oh, c'était incroyable, Ah oui, une parce incroyable. que grosse caméra. c'était pas numérique, c'est-à-dire qu'il y avait une caméra en tête de mât Ouais, Oui, ouais. et un C'était câble pas qui court le numérique. long du mât et qui enregistrait absolument, sur des cassettes à bande, quoi. Ouais, ouais, absolument. ouais. D'accord. Exactement. Ça a Et, commencé comme ça. Ça a et, et, commencé comme ça. et à partir de quel moment vous avez réussi vous avez réussi à le faire en temps réel, c'est-à-dire que l'image, alors c'était déjà du temps réel, en fait, vous enregistriez par ailleurs
Et c'était déjà en temps réel? Comment ça fonctionnait? Pour développer le soft en temps réel, il fallait d'abord enregistrer. Ah oui, Ouais. OK. D'où le magnétoscope, il fallait enregistrer, Et puis enregistrer, après, enregistrer. on rentrait chez nous, on travaillait là-dessus, sur ces Et là, on a séquences. travaillé dessus. D'accord. Et après, on s'est retrouvés, donc, quand ça marchait, le système, à peu près, comme c'était pour faire du two-boat testing, il y avait les 2 bateaux. François était à l'intérieur d'un bateau, moi j'étais à l'intérieur de l'autre bateau. Chacun avait son ordinateur et on faisait marcher le soft en real time, chacun à l'intérieur à bord du bateau. D'accord. Et donc alors juste pour revenir à l'utilité de cet outil, hein, c'est que, ça montre, la forme de la voile, en temps réel, à un endroit dans lequel on n'a pas d'habitude, on l'observe toujours de l'arrière et plutôt du Mmh. bas vers le haut. Et là, ça permettait de voir la forme de la voile depuis le haut vers le bas et donc de voir la forme de la voile en temps réel et donc de la comparer avec, j'imagine, un réglage idéal. Et donc ça permettait aux Ouais, marins à bord d'optimiser le réglage de leur voile, quoi. il y avait 2 choses. En fait, ça, c'est surtout ce qu'on a développé sur la coupe suivante, qui était la première coupe avec Alinghi, Mmh. où les kiwis étaient passés chez. Tous les kiwis étaient passés chez les Suisses, ouais, tout à fait. Ouais, ouais, ouais. Puis enfin, tous les kiwis, les plus importants. Il y avait Ouais. Russell, il y avait Brad Butterworth, Simon Dobney, Warwick Fleury, tous ces gens-là. Et il y avait 2 choses. D'abord, donner un feedback aux sail designers, aux dessinateurs de voile. Pour leur Mais dire, par surtout, exemple, votre voile, eh ben, vous voyez comment elle est en charge? Elle Voilà. est comme ça. Mmh. Et des fois, ils disaient: «Mon Dieu, mais ça va pas du tout, on va changer tout ça». Oui, parce Et qu'il faut donc ce qu'il faut peut-être expliquer, c'est que depuis toujours, les designers de voile, ils ont une contrainte qui est qu'ils dessinent leur voile de manière virtuelle sur l'écran et ils oui, n'ont jamais, enfin maintenant si, mais à l'époque, ils ne voyaient pas la non, forme de la voile, ce que vous appelez le flying shape, c'est-à-dire la voile quand elle travaille absolument, réellement en et non plus de charge, en manière en charge. charge. Voilà, en c'est ça. charge. Oui, tout à fait. Voilà. Et donc, avec cette équipe, Alinghi, on a rapidement fait du two-boat testing, donc 2 bateaux qu'on essayait d'égaliser, absolument. Non, mais d'abord, Égaliser, c'était avec les Néo-Z, hein, on essayait d'égaliser les 2 bateaux. Ouais, c'est ça, oui, c'est ça, ouais. oui, mais on n'avait Mais pas le c'était le système, début, c'était le début. c'était le début. Alors, avec Alinghi, ça s'est généralisé, et ce qu'ils Donc ça, c'est cherchaient à la faire, coupe, pardon, ça, c'est la coupe d'après, il faut préciser. Ouais. Il C'est y a un quand, transfert quand même, donc, faut ouais. voilà, c'est quand on est parti donc avec Russell Coutts, qui est parti de Team New Zealand, ah oui, etc. Et là, on s'est retrouvé chez Alinghi. Et donc, chez Alinghi, voilà, on faisait le ça c'est two-boat testing. la Coupe 2003 à Auckland, à la 31e, je crois. Oui, parce que 2000 vous pour votre première coupe, chez les Kiwis, vous remportez la coupe quand même, c'est ce qu'il Voilà, Oui, faut, oui, oui. absolument, c'est ce qu'il faut dire. C'est quand même pas, Ouais, ouais, j'ai sauté l'étape. le et principal. du Mais non, coup mais c'est parce qu'on parlait de cette histoire de Cellvision, et j'en ai oublié là. ouais, ouais, et juste pour que vous est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu ce que c'est justement de l'intérieur? Parce il y avait pas beaucoup de Français dans l'équipe, en 2000. Voilà, Ah, chez exactement. TNZ, non, on était Ouais, les. c'est ça, c'est ça. C'était la première fois que les Néo-Z prenaient des gens étrangers. Voilà, c'est ça, c'est là où je voulais en venir et du coup, comment c'était d'être les seuls non kiwis, dans une équipe, Oh, comme mais ils celle-là? étaient adorables, si vous saviez. Ils étaient tous adorables avec nous. On parlait pas très bien le kiwi. Ouais, Des fois, ça a posé des petits problèmes. Et souvent, on demandait à Tom Schnackenberg de nous faire un petit résumé par écrit parce qu'on avait peur de faire des contresens. Ah, c'était sympa. Mais même, je me rappelle disant à Brad, à bord, il commençait à me parler parce que je sortais de l'intérieur du bateau et puis, bon, Butterworth. Ouais. ouais. Brad Butterworth et alors il commence à me parler et là, je lui dis: «Non, non, Brad, c'est pas possible, parle-moi en anglais parce que l'accent néo-zélandais, c'est très dur». Au début, c'est dur. Après, ça va mieux. Tout ce qu'il faut préciser pour les plus jeunes d'entre nous qui nous écoutent là, hein, c'est que tous les noms que vous sortez au fur et à mesure, c'est des légendes de la voile, Bah, oui. anglo-saxonne et kiwi, hein. Ouais. C'était des gens qui avaient des palmarès incroyables et qui avaient gagné des Whitbread, enfin, qui Ouais. ont gagné des Whitbread, qui sont des Ouais. très, très grands noms de la voile. Voilà, je dis ça Mmh, pour les plus jeunes qui nous écoutent et qui ne sont pas Des très forcément, grands noms de la voile, mais très, très très humbles. très ouais, humble. C'est toute la force des Néo-Zélandais. Ce sont des gens qui sont pas fiers, qui sont
ils sont toujours là, même devant les photos, ils se mettent pas devant les appareils photo. Ça n'a rien à voir, quoi, avec ce qu'on connaissait. Et pour vous, à titre personnel, c'est un changement culturel incroyable. Vous, c'est à la fois le moment où vous rentrez de plein pied dans cette communauté, parce que c'est une communauté, hein, la communauté américaine, hein. C'est les mêmes qui se retrouvent aux 4 coins du monde, qui déménagent sur les sites de courses et tout. Mais vous, c'est Bon. là, vous changez un petit peu de dimension, quoi. C'était pas facile parce que donc avec notre fille, on déménageait assez souvent et c'est sûr que pour elle, ça a pas toujours été simple, mais pour nous aussi, pour nous non plus aussi. Mais bon, c'était notre vie et notre vie à tous les 2 parce que le boulot qu'on faisait, on pouvait le faire que tous les 2 ensemble Mmh. et un sans l'autre, on pouvait pas faire ce travail. Donc voilà, on n'avait pas le choix et puis ça nous plaisait. Et vous continuez à avoir à côté, entre les couples, vous continuez à avoir un peu d'activité, d'architecture navale ou vous êtes à temps plein, à plus que temps plein dans la couple? À cette époque, à l'époque d'Alinghi, ça a été en tout cas vraiment concentré d'une façon continue jusqu'au à la fin de d'Alinghi là. Par contre, c'est vrai qu'il y a des trous entre les coupes qu'il faut savoir Comblé? combler. Je dois dire qu'avec la Cellvision, ça nous a un peu aidé parce qu'on a vendu à des voileries, des softwares, des trucs comme ça. Mais c'était jamais le software en real time qu'on a vendu. Non, Celui-là, on l'a pas vendu. Ouais, ça on n'a c'est C'était jamais les vendu. c'était une exclue pour les défis avec oui, lesquels vous oui, travaillez. on Ouais. voulait pas le vendre, non. Hem, alors quand vous gagnez la coupe, alors vous du coup, vous êtes les premiers Français à gagner la coupe, hein, je pense? Avec, Team New Zealand, on a gagné, oui. Je sais pas s'il y avait des Français avant, je crois pas, genre, vous connaissez certainement mieux que moi, mais Il y a peut-être si Bernard Nivelt, qui était dans le coup du le dog match qu'il y avait ah eu oui, à le bateau, le catamaran de le Denis Conner. catamaran, le Stars and Stripes qui bat, en Ouais, 88, un truc comme ça, non? c'était Bah, faut expliquer, hein, il y a eu une coupe, il y a eu une première fois où il y a eu des avocats qui ont pas mal bossé et du coup, ouais, il y a eu une coupe de l'America où c'est un kata à aile rigide avec Dennis Conner à la barre, je crois, qui a ouais, battu un immense bateau, un énorme néo-Z. bateau Voilà. néo-zélandais, ouais. Et OK, effectivement, oui. Donc Alors je dis ça parce que je sais que notre ami Bernard Nivelt avait été dans l'équipe architecturale de exactement, ce tout à fait. catamaran, Ouais, ouais, voilà, tout à fait. qui avait une aile rigide. Alors pour cette nouvelle édition de la coupe chez Alinghi, vous avez, il y a un changement d'équipe, mais vous restez basé, en Nouvelle-Zélande. Est-ce qu'il y a un changement culturel dans l'équipe? Est-ce que ça change beaucoup par rapport à l'ambiance de Team New Zealand? Ouais. Ce qui a changé, et c'est le premier team, je crois, qui était vraiment complètement international. Il y avait, je crois, on était 16 nationalités différentes dans ce team. Et ça a été une nouveauté, quoi. Seulement, Ernesto Bertarelli est un type, formidable aussi. Il a été capable de faire une grande famille, en pareil, un esprit team et nous, quand on a vu qu'il était capable de que le team était comme il était, on s'est dit: «Mais on va gagner!» parce que l'important, c'est le team qui est important. Évidemment, les personnes sont très importantes, tout, mais le team, c'est un plus Et vous l'avez senti et tout de suite, dès le début? ah oui, on s'est dit au bout d'un moment, quand toutes les cultures se sont mis d'accord, mais et on s'est dit: «Mais c'est pas possible, ça on va gagner» et on a gagné. Comment ils ont réussi à faire ça? Parce qu'on était dans un environnement en Nouvelle-Zélande qui était aussi compliqué. Enfin, je veux dire, il y avait beaucoup de pression sur les Kiwis qui avaient quitté Team New Zealand pour aller, chez les Suisses et qui étaient toujours basés en Nouvelle-Zélande. Il y avait quand même une pression assez forte. Comment ils ont réussi à construire ça? Je c'est vrai que l'environnement était un peu hostile. Oh oui, au moment de la coupe, je me rappelle donc en 2003, c'était vraiment pas facile parce que même notre fille, quand elle prenait le bus, il la regardait il fallait pas qu'elle mette un t-shirt, aligné Aligui. quoi. Ah mais c'était terrible, hein, Ouais, c'est un terrible. peu comme mettre un maillot du PSG, à Marseille, quoi. Pareil. Et alors du coup, du point de vue des développements techniques, qu'est-ce que vous avez réussi à faire évoluer donc du coup dans votre produit? Alors oui, pour la Cellvision, on en parlait un petit peu tout à l'heure. Bon, il y avait l'aspect donner du feedback aux cell designers, mais il y avait surtout cette volonté de faire du to-boat testing et c'est quelque chose qu'ils ont fait vraiment méticuleusement à fond. C'est-à-dire que la première chose, c'était d'égaliser les 2 bateaux
Et quand ils étaient vraiment égalisés, on était content. Et là, il y avait une modification qui était faite sur un des bateaux. Par exemple, un nouveau safran. Bon, mettons. Donc, ces deux bateaux qui étaient parfaitement égaux, équivalents, après la sortie suivante, il y en avait un qui avait un safran qui était modifié. Bon, ça voulait dire que les réglages de voile devaient être les mêmes. Et donc, chaque régleur de voile avait un petit écran sur lequel ils avaient la forme, une des bandes, si vous voulez, de la hauteur à une hauteur prédestinée, Ou plusieurs même. prédéfinie. Voilà, ils choisissaient la bande et le profil était superposé, le Sur l'écran. bateau vert, le bateau rouge, et ils se mettaient nickel. Alors quelqu'un qui était extraordinaire pour ça, c'était Simon Dobney. Il était extraordinaire parce que lui, il disait: «Oh mais de toute manière, je sais». Et il disait: «Tu vois ça, c'est à tant de pourcents, tant de pourcents, tant de pourcents», parce qu'on donnait les paramètres aussi. Mais lui, il avait même pas besoin de lire, il savait. Il était très, très fort. D'accord. Et donc, ça, c'est vraiment intéressant. C'est-à-dire qu'avant pour pouvoir, mesurer l'impact d'un changement de réglage, il fallait d'abord que les 2 bateaux soient, réglés de manière strictement identique et ça, en fait, cette quête-là, Absolument. cette quête-là qui est nécessaire pour pouvoir mesurer l'impact d'un changement, elle doit être complexe et votre outil Le donc servait plus, oui, à égaliser, comme vous dites, je pense que à égaliser les 2 bateaux. et voilà. Ça veut dire qu'il Moi fallait, voilà. enfin, les moyens mis en œuvre pour avoir 2 bateaux strictement identiques, les mêmes voiles, le même gréement, le même poids d'équipage, enfin, ça devait être dingue. Voilà. Ouais, Plus on ouais. enlève de paramètres, mieux c'est, quoi. Il y en a tellement. Donc il faut que tous les autres paramètres soient égaux, on en change un et là, on voit. C'est très D'accord, difficile. Mmh. OK. Et du coup, les gains en termes de réglage, de connaissances, d'évolution de design étaient, devaient être très importants, quoi? Ah, ah oui, c'est énorme. Ouais. Mais ça a vraiment été un travail de fourmi, très méticuleux, très, très méticuleux pour arriver à faire ce genre de testing à 2 bateaux. Il y a aussi, les variations de vent qui peuvent Eh oui. arriver, même si les 2 bateaux sont à quelques mètres l'un de l'autre, il faut pouvoir apprécier, la différence de vent, de gradient, et Ah ouais, cetera. donc il faut, Donc avoir une capacité. Moi, je me souviens d'avoir, eu des discussions assez homériques sur la capacité à mesurer le vent réel sur un classe America qui était un truc d'une prise de tête, complète parce que le vent là-haut était le vent là-haut, il n'avait rien à voir avec le vent en bas et c'était assez terrible, pour régler correctement une voile entre le vent qu'elle reçoit en haut à des dizaines de mètres d'altitude et le vent, perçu en bas, ça n'avait rien à voir, quoi. Et donc du coup, racontez-moi un peu de l'intérieur, la victoire de 2003 parce que c'était incroyable. Quand Alinghi gagne face aux Kiwis, c'est un tremblement de terre, quoi. Ouais, c'était extraordinaire et il faut savoir que chez Alinghi, on a eu quelqu'un de remarquable aussi, c'était Grant Zimmer, en tant que design coordinateur, qui était aussi formidable et tout ça marchait très bien et tout le monde si vous pouvez pas savoir l'entente qu'il y avait avec tout le monde entre tout le monde et donc ça a été évidemment, c'était formidable et Ernesto toujours là pour les familles, les enfants, les incroyable, incroyable. Ça a été vraiment une très, très belle victoire. Mmh. mais c'est vrai que bon, on pense à la victoire, à cause de Russell Coutts et ses petits copains, mais comme disait Virginie, on oublie souvent Grant Zimmer qui a été vraiment l'artisan de la victoire à un niveau, c'est pas n'importe qui, c'était le navigateur à l'époque des 12 mètres déjà, d'Australia 2 avec la quille à Elle est en ailettes, 83, ouais. qui était navigateur sur ce Ouais, bateau ouais, ouais. déjà. Donc c'était un vieux de la vieille aussi. Et puis il va avoir après 2003, il aura des responsabilités grandissantes il va aller dans Ouais, d'autres défis. Je me souviens plus, je suis moins Oui, il expert que ouais, il avait est passé oui, il chez avait les grosse Américains. responsabilité chez Alinghi, hein, ouais, déjà, ouais, hein. mais il va aller chez les Américains Énorme. après, je crois, hein, c'est ça, non? Ouais. Malheureusement, oui, Ben, parce il a fait 3 coupes avec Alinghi, et puis après il est passé chez Voilà. Oracle. Hmm. Et vous, du coup, vous allez rester chez Alinghi, aussi pour, au total 3 éditions, 2007, mais 2007. voilà, À nouveau nouvelle victoire? à nouveau c'était juste, hein, parce que Russell Coutts était parti, ça a été un peu le drame. Mais bon, il y avait Brad Butterworth
et tous les autres. Et puis bon, et puis il y avait Ernesto, quoi. Et la deuxième campagne de 2007, elle est très différente de 2003? D'abord, elle est pas au même endroit, vous déménagez, Elle est j'imagine? différente, Ouais. ouais. Elle est différente, elle est encore plus longue. Ça a été 4 ans de travail acharné en tout bout de testing. Il y a eu le problème de Russell qui avait quitté le team, il s'était pas entendu. Il y a eu un clash avec Ernesto. Il a fallu le remplacer. Finalement, c'est Ed Baird qui l'a remplacé. Il y avait Peter Holmberg et Ed Baird qui barraient chacun un bateau, et puis c'est Ed Baird qui a Ça s'est bien finalement passé. barré le bateau de la coupe. Ça s'est bien passé, Mais ouais. Ouais, donc ça, c'était à Valencia. Donc on est allé à Valencia. Valencia. Valencia, c'était une ville, donc c'était le bord de mer de Valencia était absolument dans un état déplorable. Donc Ernesto a fait tout reconstruire tout ça. Ils ont les Espagnols pour ça, ils ont été extraordinaires. Ils ont fait des travaux, mais à l'espagnol, quoi, incroyable, herculéen. Et donc ça a permis de faire une très, très belle coupe. Mais c'est vrai qu'en 2007, ça a été juste parce que la dernière bon, le bateau allait un peu plus vite que les Neo Z, on le savait, mais ça a été très juste puisqu'on est passé 2 secondes, on savait même pas qu'on avait gagné la coupe, nous. Et pourtant on était sur l'eau, hein, on était dans le et tout le monde se disait: «Mais est-ce qu'on a gagné? Est-ce qu'on n'a pas gagné?» Vous avez réussi à maintenir cette ambiance dans l'équipe? Oui, grâce à Grant Zimmer qui a été vraiment chouette et Ernesto et finalement il a dit: «Ben, on va faire avec quoi, hein» et on l'a fait, on l'a fait. Et du point de vue du développement technique, vous êtes toujours sur cette vision? Vous arrivez à enrichir encore le Ouais. produit? Alors Le fiabiliser, ouais. oui et en plus là, on commence à faire ce on avait appelé le département Special Project. C'est-à-dire qu'on avait carte blanche. Quand François avait une idée, un peu spéciale de faire un capteur pour mesurer par exemple, Russell Coutts, il disait, «Le trim tab, faudrait le mesurer», donc bon, François trouvait une petite astuce et on bricolait à l'époque, c'était un travail d'artiste, quoi. Mmh. C'était Faut que vrai. vous expliquiez ce que c'est que le trim tab. Alors le trim tab, Oui, pardon. oui, le trim tab, c'est ce qui fait par c'est à la suite de la quille, il y a un petit volet Mmh. que l'on Sur le oriente. voile de quille, il y a un petit volet. Voilà Voilà. et Qui donc permet de modifier le profil général finalement de la quille, lui donner plus de portance pour diminuer la dérive, quoi. Exactement. Et du coup, ouais, vous avez l'idée de mettre un capteur, c'est ça, sur le trim tab pour pouvoir mesurer le réglage, quoi, en voilà, gros, hein? voilà. Bah, il fallait le mesurer en haut et en bas parce qu'on mesurait aussi la torsion. Et on mettait aussi, bon, on a fait beaucoup de choses. On mettait des jauges de contraintes partout pour mesurer les charges dans les haubans, Mais dans les c'était axes. du C'était du bricolage. bricolage, C'était du absolument. bricolage que maintenant c'est impossible de faire ce bricolage, quoi. C'est trop professionnel maintenant. Très, très, très professionnel. Et pourtant, on parlait d'une équipe qui était un top team avec beaucoup de moyens, beaucoup de talent, quoi. Donc, Ben, on s'est amusé, hein, énormément, énormément. et il y avait la place pour de la créativité un peu libre comme ça Oui, dans une équipe organisée comme ça, on laissait oui, justement un peu de place à l'artistique, à oui. l'improvisation? Mais oui, nous, il Surtout nous pour nous disait, 3. il faudrait mesurer ça, machin et puis, est-ce que vous avez une idée? Et là, on avait carte blanche. On allait où on voulait, on allait voir un tel en Amérique, on allait voir un peu de partout, mais c'était formidable, c'était formidable. Et vous confiez ça à vous parce que c'était la French touch, c'était la créativité française? Alors Non, c'est parce vous que êtes des je crois matheux, que quoi. oui et puis ils aimaient bien, je sais pas, François, On il était, l'appelait le professeur Tournesol, François, à l'époque. on était dédié aux projets spéciaux, quoi. Donc, fatalement, c'est sur nous que ça tombait. Et on aimait ça. Et du coup, comment se déroule sportivement la coupe 2007? Vous dites que elle se finit ric-rac, mais elle se finit quand même Oui, par une par une victoire. Oui, victoire. oui, 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 oui. C'était moins net qu'en 2003, parce qu'en 2003, c'était vraiment, vraiment net. Mais en 2007, c'était quand même, j'allais pas dire confortable, parce que ça l'était pas, mais on était confiant, vraiment. Oui, oui, le bateau allait un peu plus vite, on le savait.
pendant toutes ces années-là, vous n'avez pas de contact avec les équipes françaises? C'est toujours la même histoire, hein. Il y a beaucoup de techniciens qui travaillent. Enfin, aujourd'hui, c'est presque. Enfin, c'est assez classique des techniciens français de haut vol qui travaillent pour les défis étrangers, mais il y a jamais eu de tentation ou de contact pour vous faire travailler dans un défi français? Vous étiez. Oh non, 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 puis de toute manière, on voulait changer pour rien au monde, hein. On était trop bien. Non, on ne voulait pas changer de team. Ça, c'est bien. C'était vraiment bien. C'était vraiment bien. Mais en 2007, il y avait déjà eu peut-être une petite amorce de changement. Disons que le team, ça allait bien, mais peut-être ça commençait à avoir je veux dire, le design team était trop, peut-être un peu trop, ils étaient peut-être un tout petit peu trop sûrs d'eux et c'est dans la coupe suivante qu'on va voir le problème. La coupe suivante, elle est assez homérique parce qu'il y a à nouveau une bataille d'avocats, ce qui fait le sel de la coupe à intervalles réguliers. Donc en gros, je vais schématiser de manière très très simple, hein. Il y a un débat sur la tenue et les conditions de la tenue du match de la coupe, et c'est Larry Ellison qui n'est pas d'accord avec Ernesto Bertarelli. Et donc il y a un affrontement, une lecture juridique du deed of gift, qui est le document originel qui a plus d'un siècle et demi, qui continue à régir les règles de la coupe. Et il y a des interprétations, tout ça finit en procès à New York, et au final, alors je crois que c'est 2010, hein, c'est ça, hein, le 2010, se tient un match, juste un seul match à deux bateaux, avec d'un côté les Américains d'Oracle et de l'autre côté les Suisses d'Alinghi. D'un côté un trimaran géant avec une aile rigide, et de l'autre côté un catamaran suisse. Alors racontez-nous ça un petit peu de l'intérieur, comment vous avez vécu cette période-là? Ce qui s'est passé, c'est que pour cette coupe-là, c'est là que notre job de vrai espion a commencé. Oui, ça pour ça, oui. Voilà. Donc parce que, il fallait vraiment savoir ce qu'ils allaient faire, quoi. Et donc ce que les Américains allaient faire. On entendait, on se disait: «Peut-être il y aura une aile, peut-être il n'y en aurait pas». Donc on est parti à San Diego, on s'est installé là-bas, oui, et on s'est dit: «Bon, on regarde». Et là, on a vu d'abord la première sortie, le mât normal qui est tombé, et 3-4 jours après, on n'en revenait pas. Je me revois avec les jumelles disant: «François, il y a autre chose qui se prépare», et là, on voit l'aile qui se dresse. Ah, ça a été terrible, terrible. Est-ce que vous avez compris tout de suite que c'était mieux que votre projet? Oui, oui, oui. Ça, on l'a compris assez vite. Et c'est marrant parce que je crois que il n'y a pas longtemps, on a écouté le podcast que vous aviez fait avec Gilles, où il parle de cette époque-là. Il était là-bas et ils ont pris le main sur la figure. Même c'était amusant parce qu'il racontait il manquait plein de monde et les gars, ils étaient coincés sous la grand voile, ils les voyaient pas sortir. Je me rappelle de ça. En fait, ce mât, il est tombé un peu plus tôt que prévu. Ils n'avaient pas fini, ils n'étaient pas vraiment encore euh, prêts à 100% pour le changement, pour l'aile rigide. Et donc, ça a précipité les choses et ils ont mis cette aile qui, effectivement, avait un rendement meilleur qu'une voile classique. Nous, on n'a pas suivi. On voulait, mais on n'a pas pu. On a suivi au début, quoi, quand même. Mmh. Sur l'eau, en fait, quand vous les espionnez, ça se fait de manière presque transparente. Ils vous, ils vous connaissent, ils vous reconnaissent, ils savent pourquoi vous êtes là, quoi. Tout est clair en termes de règles du jeu, je veux dire. Ah, Tout est clair, tout est tout est clair. clair, d'autant plus que on est dans ce qu'on appelle un dog match, hein, deed of gift Mm, mm. match, Donc le et match final de la que coupe, ils sont que deux, quoi. ouais, voilà. Et en gros, tous les coups sont permis. C'est-à-dire que dans le deed of gift, il y a pas de réglementation technique sur ce qui est autorisé au point de vue instrumentation, etc. Tous les coups sont permis. Donc nous, on s'est pas gêné, on a instrumenté notre bateau. Il y en avait des très bonnes idées de leur performance parce qu'on les suivait au radar, au lidar, on avait un lidar aussi pour mesurer le gradient, on avait beaucoup d'instruments et ce qu'on n'a plus le droit de faire maintenant. Et là, ça nous a donné des perfs assez précises, quoi. Et on a vu que avec l'aile, bon, ils avaient récupéré des chevaux et on allait au devant du problème.
On en a parlé à l'époque et on n'a pas été suivi pour la fabrication d'une autre aile, quoi. Mais voilà, parce que quand on a vu ça, donc on faisait nos rapports le soir au Team Alinghi, donc on les appelait, on les a appelés, on leur envoyait des photos, on envoyait des rapports, on disait attention, là ils sont déjà à 30 nœuds, on n'avait jamais vu ça, attention, attention. Et là, le design team, toutes les personnes ne nous ont pas suivis, ne nous ont pas cru. Ils ont dit non, c'est pas vrai, c'est pas possible. Et là, on leur dit écoutez, quand on est en Zodiac à côté et qu'on pousse la manette des gaz, on peut pas se tromper. C'était monstrueux parce que je me rappelle poussant la manette des gaz parce que François mesurait plein d'autres trucs en même temps. Et je disais mais c'est pas possible, c'est pas possible. Et on était à fond quoi avec le bateau qu'on avait loué. Et donc là, chez Alinghi, on est arrivé, on leur a dit écoutez non, là on est foutu, c'est foutu. Ah oui, donc vous Et l'avez su très très tôt, quoi. nous on lui a dit tout de suite à Ernesto, tout de suite. A dit il faut trouver une méthode pour gagner du temps et pouvoir faire une aile, parce qu'avec notre voile classique, on n'y arrivera pas. Et Ernesto en avait marre de dépenser de l'argent parce que ça a coûté horriblement cher. C'était des bateaux, ils étaient au maxi de la jauge du Deed of Gift, c'est-à-dire Oracle, typiquement, c'était un trimaran de 90 pieds sur 90 pieds. Et puis nous, il faisait 90 pieds de long aussi. Enfin, il était des bien, mâts hein, il était beau, hein, monstrueux. l'Alinghi Il était 5. chouette. Il était chouette, Il mais était plutôt mieux que le trimaran, mais cette aile nous a coûté la victoire, quoi, c'est clair. Et c'est l'époque où, tu me disais tout à l'heure, c'est là qu'on va voir un petit changement, c'est que, entre guillemets, sans être méchant, hein, le design team avait attrapé un peu la grosse tête. La grosse tête parce qu'il se sentait invincible. Ouais. Bah, 2 victoires dans la Et coupe, etc. voilà, Ouais. Et puis il y a et ça l'éloignement, j'imagine, parce décidait. que vous êtes loin, ils sont à Valence, vous êtes à San Diego, il y a 9 heures de décalage, vous êtes tous les deux tout seuls et vous leur dites, bah si, ils vont très très vite, c'est pas évident, quoi. Et en ça, fait, on était dans les bureaux en Suisse, ils étaient à l'époque. Ils étaient plus à ouais, Valence, ils étaient plus à dans les Valence, ouais. bureaux en Suisse. Oui. Oui, parce qu'on savait pas encore exactement où allait avoir lieu la coupe. Et Mais vous avez dû vous sentir un petit peu seul, non? oui, Un Ouais. peu à crier dans le désert. on est rentré, on leur a dit, mais attention, Ernesto, je te promets, ça va pas le faire. Il faut trouver une astuce. C'est pas possible. Et Ernesto était fatigué aussi de l'histoire qu'il y avait eu avec Larry, qui était pas très cool avec lui quand même, et pour des tas de raisons. Et je crois, franchement, on peut le dire maintenant, je crois qu'il en avait marre. Il voulait que cette affaire se termine. Vraiment. Voilà. Et ça, c'est bien, ça, c'est fini. Et notre boulot aussi, c'est fini. Voilà. Et alors comment Ouais, en 2010, donc on a perdu. voilà, puisque du coup, en 2 matchs, hein, c'est fou, hein, parce que des mois de travail, des millions de dollars dépensés pour 2 manches. Ouais, 2 manches monstrueux. pliées, en quelques minutes, quoi. C'était quand même complètement dingue. Et comment ça se passe pour vous ensuite? Mal, Ah, ça se très passe mal, mal, ouais. très mal. Parce qu'on s'est dit, bah, il faut qu'on bosse. Donc, les Américains ont tardé comme c'est le cas à chaque fois, à faire cette nouvelle jauge. Et puis, les syndicats étaient un peu frileux parce que c'était des gros catamarans quand même de 72 pieds qui coûtaient très cher. Donc, il n'y a pas eu grand monde qui a participé à cette coupe. Et donc, on n'a pas trouvé de boulot. Pendant 5 ans, Et l'horreur. ouais, Alors vous avez fait quoi? alors, Eh San ben, du surf. Francisco. Oui, on habitait au Costa Rica à l'époque. On s'est dit, attends, c'est pas possible, là, c'est pas possible. Heureusement qu'on était au Costa Rica. On va pas broyer du noir parce qu'à chaque fois, il y avait un team qui se pointait, qui disait, ah, mais oui, on va vous prendre et tout. Et jamais, jamais ça n'aboutissait. Donc, au bout d'un moment, on s'est dit, bon, bah, écoute, plus personne ne veut de nous. C'est fini, tant pis, on est au Costa Rica, on n'a pas besoin de grands sous pour vivre. On fait un peu de surf, on profite et puis on verra, quoi. Alors, c'était la coupe de San San Francisco, ça, Francisco, en ouais. 2013. Ouais. Bon, une coupe, révolutionnaire, hein, parce que elle a un impact bien au-delà de la coupe de l'América, hein, il est quand même probable que si tout à coup les IMOCA, quelques années après, se sont mis à voler, c'est parce on a vu des catamarans voler sur la coupe. Donc cette édition-là, vous l'observez depuis le Costa Rica.
Alors, Ouais, j'imagine qu'il y a on beaucoup est allé à San Francisco une fois, voilà, j'imagine qu'il y a Parce mais que beaucoup de Grant Zimmer nous avait invités puisqu'il était chez Oracle, comme on voilà. disait à cette époque. Et à un moment, d'ailleurs, on a failli avoir du travail et le reste du team n'a pas voulu qu'on vienne. Donc, ben, Grant Zimmer nous a dit, je suis désolé, mais ça va pas le faire. Donc, on n'a pas fait cette coupe-là. On l'a sauté. Donc j'imagine qu'il devait y avoir pas mal de frustration, mais en même temps, vous avez pu l'observer de l'extérieur. Qu'est-ce que vous en avez pensé vous qui la connaissiez de l'intérieur, quand vous avez vu ça, qu'est-ce que vous vous êtes ouais, dit? on n'a pas suivi de très près, pour être honnête. Euh, Peut-être dû à notre frustration. Je sais pas, on a vraiment pas regardé en détail ce qui se passait, mais c'est vrai que les Kiwis, logiquement, auraient dû la gagner. Ça, c'est sûr. Donc on rappelle, hein, pour mémoire, hein, ils mènent de très très largement et ils vont se faire remonter et ça sera le plus grand Ouais, comeback de l'histoire du sport, comme ça a été titré ouais, partout. Et ils vont assez perdre incroyable. 9-8. Hein. Je crois qu'ils mènent 8-2, Et c'est ils ont ça? enchaîné 8 victoires, alors que les Kiwis, il leur fallait juste une seule victoire pour remporter la coupe. C'est assez incroyable. Mais du point de vue de votre travail d'architecte naval, qu'est-ce que ça vous a fait de voir tout à coup ces katas qui se mettaient à voler au près? Vous avez regardé Ouais, ça quand même? oui, Ou oui, au moins les oui. images? C'est vrai que c'était passionnant et tout ça est venu du fait que euh, il y a eu cette Coupe 2010, Deed of Gift match entre Oracle et Alinghi. Après ça, les gens n'ont plus jamais voulu revenir au monocoque, au transporteur de plomb. Et donc déjà, ça a servi à ça. Et on n'est plus revenu en arrière et il n'y a plus eu que des multicoques légers et qui se sont mis à voler de mieux en mieux, etc. Et pendant cette période-là, est-ce que vous avez d'autres, vous faites pas du surf pendant 4 ans? Vous avez quelques missions à droite, à gauche, en dehors de la coupe ou Non, on a On a eu, fait quel... si, on a eu une mission très, très, très sympa d'ailleurs, qu'on n'attendait pas du tout. C'est l'équipe du Club Med. Vous savez, ce bateau à voile, là, celui qui a de paquebot de croisière, 5 mâts, ouais. et qui a 5 mâts, qui, je ne sais pas par qui, enfin bon, bref, il nous a appelés et on a développé un système de Cellvision pour les gens de la passerelle, parce que les gens qui sont à la passerelle sur le Club Med ne voient absolument pas leur voile. Et donc, quand ils étaient sous voile, il fallait les prévenir que la voile ne portait pas. Et donc, on avait installé, c'était très sympa d'ailleurs, parce qu'on partait en croisière avec eux, et on a installé ce système qui prévenait donc celui qui était de veille à la passerelle en lui disant attention, attention, ta voile, elle porte pas du tout. Et donc, il y avait une alarme, et là, il réglait ses voiles, ou bon, bref, il y avait plus de vent, ou parce qu'ils font pas très attention. Et donc, c'était pour améliorer le rendement, quoi. vraiment des grands voiles? Économie d'énergie, etc., etc. C'était pas une seule vision classique comme on avait fait jusqu'à présent. C'est là ça fait longtemps qu'on avait envie de le faire, qu'on avait mis un laser pour mesurer la forme de la voile. Oui, la première fois, un laser, mais 2D, pas 3D. Et vous n'avez jamais eu envie ou vous n'avez jamais réussi à aller du côté de la voile française, par exemple, des grands multicoques ou des IMOCA, où votre expertise, votre savoir-faire aurait pu intéresser les équipes? Mmh, Ouais, on a, on a pris des contacts avec ouais, mais des grands multicoques, des IMOCA, mais bon, c'était jamais, non, ça n'a jamais non, débouché on sur n'a quelque pas de chose de chance. Il n'y avait concret. rien qui marchait, à part le Pas Club de chance, Med. oui. Faire le Club Med, 2, 3 bricoles à droite à gauche. Ah oui, puis on s'est lancé dans le cinéma drone. Ah oui, On on est arrivé avec avec les drones. on s'est acheté un drone et on se disait, le but, ça sera de faire des trucs en mer avec ce drone parce que c'est vachement bien. Et puis ça C'était le début bougera. des drones, hein, un petit fantôme, là, on s'est acheté. Ouais. Et Enfin, on s'est sponsorisé. donc on s'est dit, qu'est-ce qu'on va faire avec ce drone? Ben, on était au Costa Rica et il y a quelqu'un qui nous a dit, ben, ça serait bien que tu nous fasses un film de cette maison qui est à vendre, etc. Donc on a fait du real estate, du Voilà. film pour le real estate avec le drone. On en a fait beaucoup d'ailleurs. Et c'est là que donc passe la coupe qui va aux Bermudes. Et là, on s'est dit bon, nous, là, on n'en peut plus. Il faut
la coupe ou jamais, ou c'est mort. Et donc, on a vendu la voiture qu'on avait au Costa Rica, il n'y avait plus que ça. Et on a dit, on tente le tout pour le tout. On va aux Bermudes. On s'installe aux Bermudes pour essayer d'avoir du boulot là-bas. Et on arrive aux Bermudes, on avait trouvé ce qu'on appelait, nous, une chambre chic, c'est-à-dire c'était juste une pièce. C'était très bien, c'est pas grave, c'était très bien. Et là, on s'est dit, coûte que coûte, on va y arriver. Et il se trouve qu'il y avait l'équipe des Américains qui s'était installée donc aux Bermudes. Il y avait que Toujours eux, avec Grant Zimmer. avec Grant Zimmer. Donc on s'est dit, bah, il faut vraiment qu'on y arrive. Il y avait aussi l'organisation ACEA des events qui était là. On est allé les voir, on va voir ACEA. ACEA, il nous dit, ah ben peut-être, parce que je savais faire un peu de rendu, bref, du dessin sur l'ordinateur, peut-être ça peut nous intéresser. On est arrivé à vendre un dessin et ça nous a donné de l'oxygène. Et après, ils nous ont dit, mais non, c'est fini, ils veulent des gens des Bermudes, etc., etc. Et là, on est allé voir Oracle, donc avec Grant Zimmer. Et Grant Zimmer, on lui dit, écoute, on se connaissait très bien quand même. On lui dit, écoute, là, c'est la mort où il faut vraiment que tu nous prennes. Vraiment. Pour n'importe quoi, mais prends-nous. Mais il n'était pas tellement maître de la manœuvre, quoi. Et on lui a même dit, on lui a dit, écoute, on sait, François pilote le drone, on pourrait faire quelque chose avec le drone. C'était le début. Ouais, Ça c'était l'a le début, hein. intéressé, par contre. Et là, Ça l'a beaucoup intéressé. on a reçu 2 jours après un coup de fil de Grant Zimmer qui était désolé et qui nous a dit, écoutez, non, c'est pas possible. De toute manière, je ne sais plus qui c'était, enfin bref, dit que ces drones, ça ne servira jamais, on ne s'en servira jamais. Hum. C'est pour ça que quand 2 mois après, on a vu 2 mois Oracle après, il y qui avait avait un des drones drone, partout. on a commencé à lui dire, mais attends, c'est pas possible. Mais si, c'était possible. Et voilà. Donc les drones sont arrivés à ce moment-là, quoi. Hum. Et nous, Et on alors, nous avait dit, Donc, non, pas de non, boulot. jamais, jamais les drones. Donc on était fous Donc, furieux. Et on pas de a boulot téléphoné, on a demandé donc du boulot à tous les teams et on a à la Terre demandé à entière. Team New Zealand. Et là, juste, on reçoit un email de Dan Bernasconi ouais, qui a dit, c'est moi qui reprends le design. Les Rennes. les rênes du design team parce que Nicole Royd était partie. Et Dan nous dit, pourquoi pas, moi ce qui m'intéresse, c'est d'avoir des yeux et des oreilles aux Bermudes, parce que nous, On n'y est pas. on n'y est pas. Et puis, donc ils s'entraînaient en grand secret chez eux, et nous, on était leurs espions aux Bermudes. Et là, ça a été extraordinaire. Les plus belles années de notre vie Pendant pendant 2 ans. 2 ans et demi, on s'est vraiment marré. On avait C'était beaucoup de chance passionnant. parce que Oracle ne se méfiait pas du tout. Et je me rappelle les nouveaux foils que Oracle essayait. De l'arrêt de bus, on les prenait en photo, on prenait tout. Et on envoyait ça au NeoZ, On les on les redessinait. redessinait, On on les- envoyait au NeoZ, qui les testait. Même avant Oracle, ils étaient testés. C'était extraordinaire. Il y avait foil, c'est arrivé une fois ou deux, un nouveau foil qu'on avait pris alors qu'il était en finition et en peinture. On a on a eu la chance de prendre les bons angles et assez d'éléments pour pouvoir le redessiner en 3D, d'envoyer vite fait le dessin aux kiwis et les kiwis qui le passaient dans leur simulateur. Et passer dans le simulateur, c'est arrivé une fois ou deux avant que Oracle puisse tester leur foil en vrai. Mais les kiwis, ils sont très bien pour ça, parce que ils prenaient intérêt à tout ce qu'on leur envoyait. C'est-à-dire, on envoyait des photos, machin, ils disaient oui, c'est super, mais là, et puis le matin, ils se repassaient nos rapports, je le sais, avec le décalage horaire, et tout le temps, ils nous envoyaient des feedbacks en disant mais c'est bien, là, on va faire ci comme ça, comme ça. Et tout le temps, il y avait un encouragement euh, du côté du design team, de tous, de Grand Dalton, de Matteo Denora, de tous, quoi. Ils étaient avec nous, même si c'était exagéré, même si c'était faux, que je pense pas, mais ils avaient Non. toujours un mot pour nous, Ah, parce que c'est ils étaient difficile. à fond. On était tout Ils seuls. étaient à fond. Ouais, nous. mais alors, comment ça se fait que les Américains
n'aient pas compris que vous les espioniez? Ah si, au bout d'un moment, ils ont fini par le Ah oui, comprendre, mais ils pouvaient rien y faire. ouais. C'est comme ça. C'est comme ça, l'arrêt de bus, il Et puis était c'était le là jeu, et et c'était le jeu, quoi. et On voilà. était discrets, hein. Ouais, ouais, ouais. Il faut même si tout le monde nous connaît, nous, on mettait un point d'honneur à être très discret au début, parce que c'est justement quand on est très discret que les gens vous voient pas, on a le plus de chances que les gars fassent quelque chose de visible qu'ils auraient caché si on avait été moins discret, quoi. Ouais. Et du coup, là aussi, comme lors de comme à San Diego, l'équipe en face avait compris votre rôle et c'était fait de manière fair play, transparente. Il y avait pas de, vous avez jamais eu de problème, quoi. Personne est venu vous crever le zod ou je sais pas. Oracle, ils étaient moins pas très sympas quand même, mais bon, parce qu'on avait réussi à trouver un petit bateau pour les suivre aussi. Parce que les Bermudes, ce qu'il y avait de très bien, c'est que c'est petit, c'est-à-dire que de terre, on pouvait très bien prendre des films, il n'y avait pas de problème. Mais de temps en temps, on aimait être sur l'eau quand même, parce que c'est très important pour nous d'être sur l'eau, de voir ce qui se passe, d'avoir le feeling. C'est très important. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas compris ça, mais si on n'est pas sur l'eau, qu'on n'a pas le feeling, ce qu'on analyse après, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Voilà, donc on avait un petit bateau. Fallait un sacré bateau pour suivre les katas, quand Non, même. on avait un petit bateau qui s'appelait Rosa, que c'était le propriétaire de la maison qu'on a fini par louer, qui était tout petit, avec lequel on a fait des essais aussi pour les Néo-Z, des essais de foil aussi d'ailleurs, et on a monté des grosses dérives dessus, c'était le western. Au final, en venant aux Bermudes, vous aviez fait un peu tapis, là, en vendant votre voiture et en vous installant aux Bermudes sans contrat. Vous aviez un peu, c'était un sacré coup de poker qui a payé, quoi. Ah oui, c'était ça passe ou ça casse. C'était terrible. Ouais, puis ça a C'est payé. passé, c'était super. C'était formidable. C'était très chouette. C'est une nouvelle victoire avec les Kiwis, et du coup, ça vous remet dans le jeu aussi un petit peu, j'imagine? Bah oui, de Oui, suite. absolument. Et puis les kiwis, ce qu'il y avait de sympa, c'est que quand ils sont arrivés au dernier moment pour faire donc la coupe 27, ils sont arrivés et donc là, on s'est rencontrés parce qu'on se voyait jamais. Et là, je me rappelle de Grand Dalton et tous les marins aussi très inquiets, nous disant: «Mais vous pensez vraiment qu'on va plus vite?» parce que nous, on leur disait: «C'est bon, c'est bon». Ah oui. Je pense que c'est bon parce qu'on leur avait demandé un peu de savoir comment ils allaient aussi parce que et là, on leur a dit: «Vous inquiétez pas, c'est bon» et Ah ça a oui. marché. Ah, parce que Ah du coup, vous aviez quand même pour pouvoir comparer, ils avaient oui été OK pour Ouais, vous donner des infos, et sur leur oui carte ouais, à eux? Ah oui, et d'accord. oui. ouais. On avait quelques performances et puis bon, je pense qu'au bout du compte, TNZ avait peut-être un équipage qui était meilleur, peut-être. Peter Burling et Blair Tuck, et des foils qui étaient meilleurs, qui étaient dessinés en grosse partie par Guillaume Verdier. Ah oui, il y avait déjà un Français Il y avait Ouais, il y avait Guillaume Guillaume, avec vous. avec eux, Ouais. qu'on a connu par la suite d'ailleurs. il y en avait d'autres. Ah oui, tout à fait. Ils étaient il y a bah, c'était déjà l'époque où il y avait beaucoup de techniciens français. Moi, je me souviens d'avoir fait des papiers il y a très longtemps, même pour l'Express, hein, où, on avait compté, quasiment une quarantaine de techniciens français dans l'ensemble des équipes. Donc, le savoir-faire français, s'exportait, c'était beaucoup exporté. Et vous, c'était un retour un peu aux sources, parce que c'était la première équipe pour laquelle vous aviez travaillé, première équipe Mmh. étrangère. Oui, Sauf que c'était plus de 15 incroyable. ans avant, tout avait changé. Il y avait encore des gens Oui, de la Coupe du Quelques-uns, oui, ouais. oui, oui, c'était chouette. Mmh. C'est vraiment une équipe Ray Davies. nationale, quoi, hein, chez eux, hein. Oui, Une petite question, là où votre expertise à partir de ce moment-là, c'est vraiment, la veille techno et l'espionnage absolument. et Ouais. l'interprétation des données que vous observez quand même, c'est pas juste, vous n'êtes pas des paparazzis, quoi. Vous êtes des experts qui êtes capables de lire les données que vous trouvez. Toute la partie cell vision, ça c'est terminé? Ou vous en servez encore un petit peu ou, Oui, c'est terminé parce que d'abord, ce sont des ailes rigides, donc c'est beaucoup moins sensible, la déformation, ça nous intéresse moins, quoi. Quand c'est passé en ailes rigides, oui, mais après, ils sont revenus, voilà, c'est ça. Les ailes rigides, oui, ça ne nous intéressait pas. Par contre, non, il y avait plus de Cellvision à cette époque-là. Non, non, on s'occupait plus de télévision. De toute façon, on était
dans la reconnaissance, mais vraiment à fond. Ça nous prenait Ah oui, énormément de temps et on faisait ça avec toujours de la reconstruction 3D de modèles, des foils, etc. et puis des rapports tous les soirs, toutes les semaines en disant: «Voilà actuellement, où ils en sont». Parce qu'après les autres équipes sont venues aux Bermudes pour s'entraîner, toujours pas les Néo-Z, puisqu'ils sont arrivés au dernier moment. Et là, on disait: «Ben voilà, untel, Artémis par rapport à Oracle» et on faisait nos pronostics en gros quoi, donc ils étaient pas perdus. D'accord, très bien. Et donc ils vont vous garder pour la coupe d'après? Voilà, Alors vous Ouais, ils nous gardent pour la coupe d'après. Ça a été c'était juste, hein. c'était juste, c'était pas que c'était juste, mais ils ont tardé à relancer la machine pour la coupe suivante. Et puis nous, bah, comme d'habitude, on avait besoin de bosser. Et puis on a dit je crois que c'est à Dan Bernasconi, on lui a dit, écoute, nous on veut bosser maintenant, et on a Luna Rossa qui nous tanne pour venir chez eux. Et donc il y avait Max Sirena qui nous dit, attention, on a quand même un gentleman agreement, parce que Luna Rossa avait aidé Team New Zealand à leur prétendu personnel, Pour les et Bermudes, après, voilà, pour les Bermudes, et après, pour la coupe suivante, euh, Luna il Rossa était voulait tout pas seul. que Mmh. Luna Rossa était tout seul, mais il voulait pas qu'il y ait du pillage au point de vue du pillage humain, quoi, entre C'était les deux équipes. un Oui, accord entre C'était un Grand accord Dalton. tacite entre Grant Dalton et Max Sirena. Donc Max était à fond. Et il nous dit, mais attention quand même, prévenez Dalton, parce que sinon ça va être mal perçu, il y aura un problème. Et alors on dit à Max, oui, ok, on le fait tout de suite. On envoie un petit mot à Dalton, on lui dit, bon, bah, puisque ça tarde de votre côté, je dois dire, nous, on a une opportunité très sérieuse avec Luna Luna Rossa. Luna Rossa. Rossa. Et dans la, dans l'heure qui a suivi, Dalton nous a dit, mais il n'en est absolument pas question, vous commencez aujourd'hui avec Team News. Et là, Ça a été fait comme ça. Mmh. on a dit à Max, désolé, mais là, on n'a pas le droit. Ouais, une bonne négo, quoi. Ouais. Mais on Et était très contents de retourner avec nos kiwis, parce qu'on aimait beaucoup, beaucoup, beaucoup. et alors du coup là, comment ça s'est passé? Vous êtes retourné en Nouvelle-Zélande? Ouais. Alors, Parce qu'ils sont pas tous venus On en a Nouvelle-Zélande continué pour faire votre job de recon, ils sont pas tous venus en Nouvelle-Zélande, puis il y a beaucoup de choses qui ont changé sur cette coupe. non, nous Ouais. on allait à gauche et à droite, on n'était Ah pas voilà, basés en Nouvelle-Zélande. Et pour la coupe 2021, on est arrivé en Nouvelle-Zélande 5 mois avant, d'accord. hein. Et c'est la coupe du Covid, en fait. Oui, exactement. Donc nous, on allait, avant le Covid, on allait en Amérique, voir les Américains, on À allait Pensacola, ouais. à Pensacola, on allait à Cagliari beaucoup, surtout Pour espionner les Italiens. espionner les Italiens. Pour qui vous aviez Heu, failli travailler? oui, mais bon, alors là, par contre, je dois dire qu'avec les Italiens, ça s'est toujours passé, mais Très, très vraiment bien. à Ouais. l'amiable. Tous les matins, c'était des grands bonjours. Faut dire que, comme c'était à l'époque, c'était vraiment spy et on avait trouvé un appartement à côté de leur base avec vue sur la grue pour ne pas les rater, pour ne pas les rater quand ils mettent à l'eau pour avoir les foils. Il y en a qui demandent des apparts avec vue sur mer. Nous, ce qui nous Vue intéressait, sur c'était vue grue. sur grue. Crane View. Et Ouais. je me rappelle regardant tout le temps, toute la nuit, parce qu'ils étaient coquins quand même, les Italiens. Et des fois, vers 5 heures du matin: «Attention François, c'est allumé, on y va» et on partait et ils mettaient à l'eau à 5h30 du matin. Mais on était là. Et du coup, du coup, ça peut donner lieu à des contacts sympas, quoi. Enfin, C'était sympa, les c'était gars, ils sympa. arrivent au boulot et vous êtes là, y a limite à s'inquiéter si vous êtes pas là, vous êtes enrhumé, qu'est-ce qui se passe? Tout à fait, absolument. Une fois, je sais que c'est Absolument. arrivé, une fois, avec les Américains. C'est notre copain Ouais, Kermarek qui nous a à dit San ça. Diego. Ils étaient Ils inquiets. étaient inquiets pour nous. Ils nous voyaient plus. En fait, on n'avait plus d'essence. On avait fait demi-tour. Mais non, pour cette coupe à Auckland, euh, il y a un moment où tous les gens ont déménagé et sont venus s'installer. Ah, puis il y avait aussi les Anglais. On allait en Angleterre aussi. Oui, donc du coup, Mais avant qu'ils arrivent sur place pour s'entraîner sur le site de la coupe, vous Voilà, faisiez tous les pays, voilà. voilà. ouais. Donc on circulait pas mal. Et puis après, bon, tout ce beau monde est arrivé à Auckland. Et là, nous, on est allé à Auckland. Ben, c'était en plein Covid, donc quarantaine, tout ça. Oh C'était là pas là. facile de C'est voyager. pas simple, ouais. Mais
Mais là-bas, Ça a Et est-ce été que le là-bas, terrible, c'était la bien. quarantaine, terrible. 15 jours de prison dans ah oui, une chambre où il y a pas de la fenêtre ne s'ouvre pas et c'est là que je me suis mise à fumer, enfin, faussement fumer parce que le seul moyen d'aller prendre l'air, c'était avec les fumeurs et comme François fumait, moi je fumais pas, mais d'un coup, j'ai dit: «Oui, oui, je fume». Ah mais ça a été terrible, hein, le covid, ouais, terrible. j'imagine. Est-ce que le fait que le support ait changé avec la dernière coupe, c'est-à-dire on passe À la à C75, la ouais. C75 et à ce type de bateau très, très particulier qui n'est plus un multicoque, mais qui n'est pas vraiment un monocoque, enfin qui est un drôle de truc, quoi. Est-ce que ça a changé quelque chose pour votre job de recon, justement? Est-ce que ça, d'abord, il fallait, bon, Heu, sur l'eau, il faut aller encore plus vite qu'avant. Oui, Est-ce que vous voyez ouais. plus ça de, oui. est-ce qu'il y a plus de choses à regarder? Qu'est-ce que ça change par rapport au support précédent? Bah, c'était difficile on l'a fait, hein, mais c'était vraiment difficile de faire de la performance sur l'eau. C'est-à-dire, il fallait, suivre les bateaux, pour évaluer leur vitesse et prendre les angles aussi, tacking angle, jibing angle et il fallait, donc aller très vite et ça, c'était un peu pénible. Heureusement, à Auckland, le plan d'eau, il y a pas beaucoup de clapots, donc ça a pu le faire. Mais ce qui se passe surtout, c'est que autrefois, on regardait les bateaux et on voyait tous les changements, les appendices, les voiles, etc. Alors que sur ces bateaux, bon, c'est vrai qu'on voit les foils, qui sont le principal sujet d'attention, mais il y a énormément de choses qu'on ne voit pas, ce sont tous les systèmes. Parce que sur ces bateaux, les systèmes sont devenus extrêmement compliqués. Et mais du coup, qu'est-ce que vous pouvez transférer comme information? On imaginait un peu, on essayait et là, on discutait avec les NOZ, on disait: «Peut-être que, il y a ça, qu'est-ce que vous en pensez?» et là, il y avait toujours une discussion, quoi, avec les NOZ, toujours. C'était bien. Mmh mh. Et vous arriviez quand même à avoir des infos sur ce qu'il y a sous le capot en fonction des mouvements du bateau ou? Non, c'est quasiment impossible. C'est quasiment impossible. On imagine des choses, on imagine les systèmes de... Bon, encore le plus facile, ça a peut-être été les systèmes d'écoute de grand voile, euh, parce qu'il y a une petite partie qui est visible et puis on imagine comment ça se passe dessous. Mais le reste, là, sur l'hydraulique, tout ça, c'est impossible. Ouais, du coup, c'est une nouvelle victoire, Encore une victoire en encore une fois. 2021 et oui, avec les Kiwis. Ah mais ils ne pouvaient que gagner, toujours pareil, un team extraordinaire. Quand on est arrivé là-bas, on a regardé, c'était Tereoutai, quand il s'est mis à naviguer au début, heu, qu'on savait nous les performances qu'on avait déjà évaluées des autres, on a dit: «Mais de toute manière, c'est la différence est énorme, Et vous, énorme». vous savez avant tout le monde qui va gagner la coupe, quoi, à Ben chaque fois. oui, quand on était sur l'eau et c'est sûr, c'est plus facile. Il y a eu un petit doute à la fin avec Luna Rossa qui avait fait beaucoup de progrès, mais qui a pas perduré dans ses progrès et c'est dommage parce que et ça leur a coûté la coupe. Enfin, c'est dommage, pas pour nous. Disons qu'il avait fait des progrès, mais il a peut-être oublié de il a peut-être négligé le petit temps un peu plus, ils ou déjà ils étaient très bons, ils ont peut-être oublié de on ne sait pas. Mais enfin bref, de toute manière, les Néo-Z, ils étaient Ils étaient vraiment un cran dessus. Ils il étaient était un un cran cran dessus. dessus. Et quel était est-ce que ce qui a l'air assez intéressant, c'est qu'on voit que l'esprit de Team New Zealand, cette équipe nationale de voile, hein, littéralement, on Ouais. sent qu'il perdure au travers des générations. Donc ça, c'est assez fascinant. Mais c'est les Néo-Z qui sont comme ça, hein. Bah, là, on va voir, hein. On n'en sait rien encore. Mais on a l'impression qu'ils sont bien partis pour la prochaine, là, pour celle qui arrive en octobre. Mais on n'est plus dans le secret des dieux, là, on sait pas. Mais il était classique comme schéma jusqu'à maintenant qu'un team, et ça fait longtemps que ça dure, qu'un team gagne, un challenger gagne la coupe, la défende et puis la perde. C'est arrivé avec Alinghi, mais c'est arrivé à d'autres teams aussi, pareil. Alors là, les Kiwis, eux, Ils en sont conscients déjà. ont gagné aux Bermudes en tant que challenger. Ils ont défendu la coupe à Auckland. Donc, est-ce qu'ils vont la redéfendre avec succès? Ça, suite au prochain numéro. Mm.
Et alors comment la séquence d'après, donc pour cette coupe-là, vous embarquez cette fois avec les Italiens? Comment se fait le transfert? C'est un peu le mercato à chaque fois, mais comment? Et ben, de la même manière que en fait, comme il y avait ce programme qui avait été mis en place, ça changeait un peu la donne et parce que même si Max nous avait dit: «Écoutez, cette fois-ci, pour la coupe, il y aura plus de gentleman, possible, vous venez avec nous», mais il y a eu un grand temps d'hésitation parce que justement à cause du John Trickon Programme, il y avait plus le même boulot, c'était pas pareil. Mais nous, on voulait absolument quand même continuer à faire la coupe, c'est notre vie, hein, depuis 34 ans et on a dit: «Il faut qu'on trouve un moyen, il faut qu'on trouve quelque chose». Donc les Néo-Z, c'était pas la peine puisque de toute manière, ils avaient mis ce programme au point. Malheureusement pour nous, parce qu'on aimait beaucoup être avec eux et on s'est dit avec, Luna Rossa, on va leur proposer ça. Donc on a fait cette collecte de tout ce qui était fait par la Judd Tricon Programme, le Judd Oui, Tricon parce que ce Programme. ce qu'on comprend quand même, c'est que, ils vous piquent une partie de votre boulot qui est l'observation, mais par contre Ah toute oui, la bah partie oui. interprétation qui est l'enrichissement, qui est Oui. l'enrichissement de l'observation, ça, ils le font pas. Non, mais c'est là que l'interprétation devient plus difficile à faire parce que on n'est pas sur l'eau, on n'est pas, Ah oui. on n'a pas le droit de prendre de photos, on n'a rien à faire à ce niveau-là, On n'a pas et le donc vent, on n'a pas le c'est très on n'a pas de difficile. feeling, Oui, on n'a pas le feeling. Donc c'est là que ça complique un peu. l'observation permet d'enrichir les tableaux Excel, quoi, pour faire simple. Mais alors qu'est-ce qui fait que malgré tout les Italiens vous recrutent? C'est qu'ils ont quand même besoin de l'interprétation justement des données de la Joint Recon, quoi. Qui allait faire ça? Qui c'est un travail énorme et nous on est 2. Il faut être au moins 2 en plus. C'est Donc il obligé, faut du monde en plus. obligé. Il faut du monde en plus. On peut pas demander. C'est un travail qui concerne les sailors, bien sûr, et surtout aussi les designers. Et on ne peut pas demander ils ont énormément de boulot sur le dos pour préparer le nouveau bateau. On ne peut pas leur demander de s'occuper de ça en plus. Donc il faut des gens en plus. Et c'est ça qu'on est allé faire chez Lunarossa. Pour pouvoir distiller cette information et la présenter de manière Convivial, compacte, convivial et compact. et Mmh. compacte surtout, parce que je dois dire qu'il y a quelques photographes, surtout au début, qui se lâchaient un petit peu, quoi. Plus de 1000 photos pour la sortie en mer, je trouve ça assez fou. Plus les vidéos, Plus 100 les vidéos, vidéos. bien sûr, avec des photos en rafale, on ne sait pas pourquoi, mais il faut toutes les regarder. Donc c'est un travail de fou. Et alors là, vous, avec toute votre background technique et scientifique, vous n'avez pas commencé à faire des petites recherches du côté de l'intelligence artificielle pour pouvoir traiter les images en volume, voir les trucs qui bougent, Nous, non? non. Pas encore? Non, non, Nous, non. Je ne sais pas si les autres l'ont fait, mais nous, non. pas nous en tout cas. C'est probablement la prochaine étape pour traiter, Peut-être. traiter des gros volumes d'informations. L'intelligence artificielle, elle a pas le feeling et c'est le plus important. Oui, mais par contre, elle peut faire le pré-tri. Quand vous recevez Oui. 1000 photos, elle vous permettrait sans doute Ouais. Ouais, mais Ouais. d'aller à l'essentiel. Ouais. Ouais. il nous est Exactement. arrivé de voir des petits détails que je pense qu'intelligence artificielle n'aurait pas vu, quoi. Oui, oui, bien sûr. Non, non, je dis pas le contraire, hein, mais je dis que pour traiter des gros volumes de données, c'est quand même un outil qui commence à se démocratiser. Et une petite question technique, la partie Recon commune à tout le monde qui est faite par l'organisation, elle a des photographes en Nouvelle-Zélande quand les Kiwis s'entraînent, à Barcelone quand les équipes s'entraînent, mais aussi en Angleterre ou ailleurs quand les autres équipes s'entraînent, quoi. Partout, hein. Ouais, donc c'est quand même un gros dispositif, ouais. Absolument. Il y a ce qu'on appelle une Recon Unit par team. La Recon Unit comprenant deux personnes, le photographe et le chaseboat driver, le reporter. Ouais. Et tout ça ensuite est mis au pot commun et accessible d'ailleurs. Il y a même des papiers sur le site, hein, pour ceux qui s'intéressent, vous pouvez Oui, aller voir oui, oui. des articles. Il y a des articles qui disent que les nouveautés qui peuvent être observées. Alors, Ouais. c'est moins pointu que vous, quoi. Quand les Néo-Z ont fait ce programme de John Tricon Programme, ils ont donné c'est pas du tout, pour me vanter que je dis ça, mais ils ont donné notre schéma, c'est-à-dire il y avait nous un driver et un photographe. Donc c'est pour ça qu'ils ont dit: «Il faut qu'ils soient 2 et ça se passe comme ça». Voilà. C'est pour ça qu'il y avait 2 personnes. Ouais.
Alors du coup, la prochaine édition qui commence dans quelques jours, là, elle va se passer de l'autre côté de, je sais pas comment s'appelle le bras de mer entre les Baléares et Barcelone, mais c'est vraiment juste à côté. C'est un petit coup de Ah, ferry. C'est la Méditerranée. Voilà. Une demi-heure d'avion. Voilà. Oui. Donc vous allez y faire un tour, j'imagine quand même. De temps en temps, on va faire un saut, ouais. De temps en temps, on va faire un saut, on fait un peu des images, ça nous fait plaisir, voilà, parce qu'on pouvait pas couper les ponts comme ça avec, la coupe. C'était pas possible. Donc c'est vrai qu'on fait quelques images, c'est vrai qu'on les met quelquefois sur YouTube. Pour nous, hein, c'est complètement, égoïste, mais ça nous fait plaisir. Et est-ce que vous avez déjà des discussions pour la prochaine? Non, Non. Donc vous êtes disponible. ouais, disponible. C'est sûr, mais on commence à être vieux aussi. Mais je pense que ça. On en avait un tout petit peu parlé l'autre jour avec Dan Bernasconi. Je pense qu'ils vont reconduire ce programme, mais qui sera peut-être légèrement différent parce que les teams ont émis certaines réserves sur les options qui avaient été prises pour cette édition-là. Et ils vont peut-être essayer, pour faire plaisir un peu à tout le monde, d'arranger ça. Donc, je ne sais pas ce qui va être fait. Bon, et puis surtout, on ne sait pas qui organise la prochaine. Exactement. Ni où elle aura lieu. C'est la magie de la coupe. Ouais. Eh ben merci beaucoup, merci à tous les deux de nous avoir emmenés sur ce long voyage à travers toutes les éditions de la coupe, et c'était passionnant. Enfin moi j'ai appris plein de choses. On est rentré dans les coulisses et puis on vous a suivi quasiment aux quatre coins du monde. Vous parliez de votre fille tout à l'heure. Je pense que du coup elle a eu une éducation et des cultures multiples à travers tous les endroits où vous avez vécu et toutes les équipes que vous avez montées. Eh ben écoutez, merci. Et puis on vous souhaite de continuer et d'être à nouveau avec une équipe sur la prochaine. Voilà. Bon, c'est la coupe, comme on disait, hein, on ne sait vraiment pas de quoi l'avenir sera fait et tout va dépendre de ce qui va se passer au mois d'octobre. Et puis voilà, encore un grand merci pour votre disponibilité. Merci, je voulais dire juste un petit mot. Oui, bien sûr. C'est que notre fille, des fois, elle a apprécié, mais des fois, elle n'a pas apprécié. Ouais, après, je pense que c'est une belle aventure personnelle quand même, j'imagine. Oui, je pense. Très bien. Bon, merci beaucoup. Merci bientôt. beaucoup. Au revoir. Allez, au revoir et merci.